Bonsoir. Alors malheureusement, vous allez passer de l'épisode 2 du cycle de conférences pour ceux qui ont suivi les premières à l'épisode 4. Donc Christophe Lovis, pour ceux qui ne sont pas venus la semaine dernière, lui non plus n'a pas pu venir. Il vient de Genève, donc il n'y avait plus de train. On n'a pas trouvé un seul train pour le faire venir. Donc on va la reprogrammer. Apparemment, ça se calme, en tout cas sur les TGV de Genève. Donc on va la reprogrammer et donc vous pourrez y assister. On l'annoncera sur le site internet, donc des conférences sur le site de la Cité des Sciences et d'Univers Sciences. Et puis si vous êtes abonné à la newsletter, on vous l'annoncera également, la nouvelle date. Et vous savez que nous avons aussi un site Facebook maintenant, donc ça s'appelle Conférence Collège Univers Sciences. Et donc si vous êtes abonné à Facebook, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton « J'aime » du site Collège Univers Sciences. Et donc, dans ces cas-là, vous aurez également l'information. Donc maintenant, pour cette dernière conférence, qui ne sera pas donc la dernière, nous avons l'honneur de recevoir le co-découvreur de la première exoplanète en 1995, Didier Queloz, donc, de l'Université de Genève. Et donc, il va vous parler de la diversité des systèmes planétaires. Donc, comme d'habitude, 1 heure à peu près de conférence. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, faire des commentaires que vous souhaitez. À tout à l'heure. Alors, on va juste attendre que la régie se mette en place. Voilà, merci, ils me font des signes. Alors, bonsoir, messieurs et mesdames. Le sujet que je vais aborder, c'est le sujet de la diversité des autres mondes du cosmos, donc à savoir la diversité que l'on rencontre dans l'univers concernant les planètes. Donc on a tous le système solaire bien en tête. Vous avez eu des conférences auparavant sur le système solaire. Ici, moi, je vais aborder exclusivement le questionnement des systèmes solaires autour d'autres étoiles qu'on appelle les systèmes exoplanétaires. Évidemment, ce genre de questionnement se fait toujours avec une arrière-pensée qui est notre système solaire. Et finalement, la raison pour laquelle on s'intéresse autant au système exosolaire ou exoplanète, c'est parce qu'ils nous permettent de comprendre notre système solaire. Donc il y a un renvoi permanent entre le fait qu'on regarde d'autres systèmes et notre système solaire. Et il y a eu énormément de retours et d'impacts sur la compréhension de notre système solaire suite aux premières découvertes d'exoplanètes. Je vais y revenir. Alors, la raison pour laquelle je suis là, la raison pour laquelle toute cette aventure des planètes extrasolaires a commencé, c'est grâce à cette découverte. D'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de visiter l'exposition cet après-midi et j'ai trouvé assez amusant de retrouver cette date qui figure bien en vue ici dans l'exposition, dans la partie sur la science-fiction, la science et puis la fiction comme étant une date clé des aventures humaines dans le cosmos. Donc évidemment, en 1995, ce qui va se passer, c'est que dans les journaux apparaissent la découverte de la première planète extrasolaire. Donc ça, c'est la vision journalistique, c'est la vision qu'on peut y voir au niveau, je dirais, symbolique, au niveau historique. Mais cette découverte, j'aimerais la replacer dans le contexte astrophysique. En fait, qu'est-ce qu'elle a vraiment signifié et quelles ont été les conséquences de cette découverte? Alors, bon, il y a plusieurs choses qui sont passées à ce moment-là. La première chose, c'est que c'était la première fois qu'on mettait clairement en évidence une planète autour d'une autre étoile. Maintenant, franchement, quand on a fait l'annonce, ça s'est passé à Florence. Ça s'est passé lors d'un colloque qui avait lieu à Florence. Petit clin d'œil sur l'histoire. Florence, ville de Galilée, c'était assez drôle de se retrouver là-bas. C'était complètement par hasard, c'était pas voulu. Il s'est avéré que le papier relatant cette découverte a été accepté à ce moment-là. Eh bien, je pense que malgré la docte assemblée des 200 scientifiques travaillant dans la thématique des étoiles et la formation des planètes à cette époque-là, je pense que très peu a vraiment cru à ce qu'on a annoncé. Il y a eu un scepticisme absolument général, beaucoup de doutes, ça a duré plusieurs années, ça ne s'est pas estompé dans les mois qui ont suivi. Il a fallu plusieurs années pour arriver à vraiment avaler en fait
cette première découverte de planètes extrasolaires. Alors on peut dire oui, bon d'accord, c'est normal, la science est tout le temps critique par rapport à ces découvertes, et effectivement, on part du principe que plus la découverte est extraordinaire, plus elle est attaquée de manière extraordinaire, et plus elle peut résister à ces attaques de manière extraordinaire, plus elle se valide et elle devient solide. C'est vrai, mais la raison pour laquelle ça s'est passé à ce moment-là, la raison pour laquelle la résistance a été très forte, c'est que simplement dans l'attente de tout le monde, dans ce que les gens attendaient de la première découverte des planètes extrasolaires, cette planète-là, cette planète qui tourne autour de l'étoile 51 Pégase, une étoile absolument banale, visible dans l'hémisphère nord, on la voit encore très bien maintenant, un peu semblable au Soleil, cette planète, c'est juste, elle ne pouvait pas exister. Elle ne pouvait pas exister parce que les caractéristiques de cette planète ne correspondaient pas du tout à l'image que l'on avait d'une planète extrasolaire. Alors ça, c'est le point de départ, c'est le point de départ de la discussion. Alors, il y a beaucoup d'aspects sociologiques qui sont liés à cette découverte, qui sont très intéressants. C'est vrai que la science, par construction, est peu révolutionnaire. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est le cas. La science n'aime pas tellement la nouveauté. En général, la grande majorité des scientifiques, au cours de leur carrière, se contentent de trouver des choses attendues, et ce qui est normal. C'est un fonctionnement assez normal. De temps en temps, il y en a qui ont la chance de rencontrer quelque chose d'un petit peu anormal. Un certain nombre d'entre eux passent à côté, un certain nombre d'entre eux attrapent cette chance et les sortent au grand jour. La science est faite de faits. Ces faits-là font progresser le modèle que l'on a de l'univers, et la découverte de cette planète était un fait tellement fantastique que les gens ont eu de la peine à faire le pas. Alors, qu'est-ce qui était d'aussi extraordinaire dans cette planète? Ce n'est pas le fait que c'était une planète, à part l'élément psychologique, quelque part, on cassait un mur, là, oui, d'accord, il y en a une, donc c'est un domaine qui devenait raisonnable. Hein. Chercher des planètes à cette époque-là, c'était considéré comme pas très raisonnable par rapport à d'autres domaines de la science. La partie intéressante, c'est que cette planète-là, c'était une planète, d'abord qu'on ne voyait pas, on ne la détecte pas en la voyant, on détectait son influence sur son étoile, donc il y avait quelque part une étape qui nous permettait d'imaginer qu'il y avait une planète. On n'avait pas d'image directe. Cette planète, elle était à peu près d'une masse semblable à notre planète Jupiter. Mais au lieu d'être à une orbite qui était l'orbite de Jupiter, à savoir 5 fois la distance entre la Terre et le Soleil, elle se trouvait à une distance extrêmement proche de son étoile, qui est le 5% de la distance entre l'étoile, entre notre Soleil et puis la Terre. Donc 0,05 unité astronomique, l'unité astronomique de 1 étant la distance par définition entre la Terre et le Soleil. Et ça, c'était absolument inattendu, et ça a été la raison pour laquelle beaucoup de gens ne l'ont pas accepté. Il y a quand même quelques personnes, je dirais principalement des gens qui modélisaient la formation des planètes. Probablement les plus brillants, c'est ceux après qui sont sortis avec les idées les plus originales, qui ont tout de suite vu les conséquences de cette découverte et qui sont arrivés avec des éléments théoriques. Donc ça, je vais y revenir. Juste avant, juste pour rappeler l'élément du fait qu'on ne découvre pas l'image d'une planète, mais uniquement ici l'effet qu'il a induit sur son étoile. La technique, je vais pas m'étendre sur les éléments techniques de détection. L'image que vous avez ici sur l'écran, donc en haut à droite, c'est l'image mentale qu'on se fait de la planète. C'est une image d'artiste que vous avez ici, qui a été faite par une artiste américaine, qui donne un peu l'impression que si on était capable de faire une image, on aurait. Donc vous voyez bien le rapport de taille et de proportion, que cette planète est extrêmement proche de son étoile. Elle met un peu plus de 4 jours. On a l'image du télescope qu'on a utilisé, qui est un télescope de l'Observatoire de Haute-Provence, sur lequel il y avait un télescope assez vieux, vous voyez, finalement historique, mais pour lequel on avait installé un instrument complètement neuf qui nous a permis de faire cette détection. Et vous avez en bas à droite une image un peu étrange, on appelle ça une courbe de vitesse. C'est la mesure de la variation de l'effet de la planète sur son étoile. En l'occurrence, ici, ce qu'on mesure, c'est la vitesse. Et vous avez verticalement, sur l'axe vertical, la variation de vitesse qui augmente et diminue. Et vous avez sur l'axe horizontal le temps. Ici, c'est la phase de l'orbite, donc le temps qui s'écoule. Et on a régulièrement, un peu comme une horloge, une variation, en l'occurrence ici quasi sinusoïde, de la vitesse de l'étoile. Et cette variation-là,
nous ne pouvions et nous ne pouvons toujours l'expliquer que par le fait, que par la présence d'un corps qui tourne très proche, un corps de la masse de Jupiter qui tourne très proche de son étoile et qui va faire bouger, qui va modifier un tout petit peu la vitesse de cette étoile. Donc schématiquement, ça donne ce type de mouvement. Vous avez l'étoile qui se trouve au centre, qui bouge un tout petit peu, vous ne le voyez quasiment pas. Elle bouge ici sur l'image, mais vous ne le voyez pas. Autour, il y a la planète qui tourne. Et vous avez un diagramme en bas qui est schématiquement ce qu'on appelle une raie spectrale. Donc la raie spectrale, c'est les signaux que vous avez à l'intérieur. Quand vous décomposez le spectre d'une étoile, vous faites une sorte d'arc-en-ciel, vous avez des bandes d'absorption un peu à l'image d'un code barre que vous avez sur des produits. Ah, j'ai un petit problème, j'ai pas de courant visiblement qui arrive ici parce que je suis en train d'arriver en bout de batterie. Donc apparemment, je ne sais pas si vous devez appuyer sur quelque chose, si je dois appuyer sur quelque chose, parce que visiblement, j'ai pas de courant. Est-ce que j'ai un autre Non, ça va pas fonctionner. Parce qu'autrement, dans quelques minutes, on va perdre l'image. Bon, je peux continuer sans image, mais ça serait moins gros. Non, visiblement, là, j'ai pas de courant. Je crois pas. Ici, le système ici. Ah, voilà, ça y est. Vous avez quelque chose? Non, je vous en prie. Le mystère du courant. Bon, si jamais je peux mettre mon ordinateur ailleurs et puis je peux le piloter à distance si c'est trop critique. Vous l'avez? Oui. Ah. Il va falloir le débrancher. Ah ouais, d'accord. Ah. Je passe de ce côté. D'accord. Ouais, mais là, je vais vraiment être en panne dans 2-3 minutes. Bon, alors je continue et on verra bien si jamais je tombe en panne. OK, donc on a donc ce mouvement de déplacement des raies spectrales qui nous permet de calculer la vitesse de l'étoile et donc d'en déduire la présence de la planète. Donc vous imaginez bien quand vous arrivez avec une courbe, c'est le terme consacré à une courbe de vitesse, il y a débat sur l'interprétation de ce genre de courbe et ça rajoute encore un autre élément de doute en plus du fait que la planète que vous attendez n'est pas du tout celle que vous imaginez parce qu'une planète de la masse de Jupiter, tout le monde l'attend sur des orbites relativement éloignées. Alors voilà, ça quelque part c'est la mise en scène, c'est le départ de l'aventure et c'est le départ de l'aventure que j'ai choisi parce que ça permet maintenant d'essayer de se poser la question, mais finalement, pourquoi à ce moment-là était-ce aussi difficile d'imaginer la formation planétaire de ce type d'objet? Et finalement, maintenant qu'on sait que ces objets existent, il y en a beaucoup, quelle est la conséquence de l'existence de ces planètes pour la compréhension de la formation des systèmes planétaires? Et en fait, c'est ce thème-là que je vais aborder. Suivra une autre conséquence, c'est quand on parle système planétaire, on est obligé d'esquisser à un moment donné la question de la vie. Et évidemment, je mentionnerai quelques points. Et finalement, vous serez surpris de voir qu'il y a eu des retombées assez étonnantes des découvertes de ces planètes, également pour questionner l'apparition de la vie sur Terre. Ça a été également, pour ceux qui ont assisté à la conférence de Birring, ça a été un tout petit peu aussi également évoqué. Voilà, donc peut-être avant de partir dans la formation des planètes, j'aimerais juste bien recentrer de quoi on parle, les quantités qui sont en jeu quand on parle de planètes extrasolaires. Là, vous avez un diagramme où les distances ne sont pas respectées des planètes. L'ordre, par contre, est respecté. Et la taille, par contre, des objets présentés est à l'échelle. C'est-à-dire que vous avez une taille relative qui correspond à la taille réelle des objets. Et vous voyez de manière assez évidente sur cette image que le Soleil est l'objet qui domine absolument, tant par sa taille et évidemment par son poids, les autres planètes. En fait, le rapport de taille entre la Terre et Jupiter est d'un facteur 10, le rapport de poids entre la Terre et Jupiter est d'un facteur 1000.
En gros, ça va au cube, c'est assez normal. Et à partir de là, on en déduit que finalement, la composition de Jupiter n'est pas très différente de la composition du Soleil. En fait, ils sont à peu près identiques. Vous vous retrouvez avec des objets gazeux dominés complètement par du gaz. Et ce gaz, c'est le gaz élémentaire qu'on trouve partout en astronomie dans l'univers. C'est l'hydrogène principalement. Donc Jupiter et le Soleil se ressemblent beaucoup en structure, par contre pas en taille. Jupiter est vraiment négligeable en termes de taille par rapport au Soleil. Maintenant, vous avez encore un autre saut d'unité. Quand vous déplacez vers les planètes dites telluriques, dont la Terre fait partie, là, vous avez encore un facteur 10 entre Jupiter et puis la Terre. Vous avez un facteur 300, par contre. Vous avez plus facteur 1000 entre la Terre et Jupiter, parce que la Terre est beaucoup plus dense et est fait de matériaux radicalement différents des matériaux que vous avez dans Jupiter. Voilà, on va avoir. Voilà, c'est bon, on est sauvé. Merci. Donc, si maintenant vous comparez la Terre avec le Soleil, vous réalisez qu'il y a un facteur 300 000 en masse ou en quantité de matière. Donc finalement, les planètes, quelles qu'elles soient rocheuses ou qu'elles soient gazeuses, sont des quantités absolument négligeables par rapport à la matière que vous avez dans le Soleil. Et même si vous imaginez que les quantités, les matériaux qui sont sur Terre sont radicalement différents des matériaux qui sont magnétalement présents sur le Soleil, parce que vous avez de l'hydrogène qui est présent sur le Soleil. Vous avez une petite fraction de la composition du Soleil, de l'ordre de quelques pourcents, qui est composée de matériaux que l'on trouve sur Terre. Évidemment, là, ils sont très chauds, donc ils sont vaporisés, mais ils sont présents. Donc même si vous prenez, disons, le 1% du Soleil, si vous imaginez que le 1% du Soleil est fait de matériaux qui sont des matériaux semblables à ceux que vous avez sur Terre, vous avez potentiellement à l'intérieur du Soleil de quoi faire des centaines et des centaines de terres. Donc en fait, en termes de matériaux, le système solaire, l'essentiel est centralisé dans le Soleil et vous avez un petit peu de reste qui se trouve autour. Et quelque part, c'est vraiment un peu les miettes de pain que vous avez quand vous prenez un pain et puis vous coupez une tranche. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui suit. Ça, c'est un paramètre qui est assez important sur lequel on reviendra quand on parlera de la formation planétaire. Voilà, alors pour aborder maintenant le thème de l'impact des découvertes des planètes extrasolaires, il faut qu'on se promène à l'intérieur de la compréhension que l'on a de la manière dont on forme des planètes. Alors pour faire une planète, en gros, on va devoir former une étoile. Donc pour former une étoile, il suffit de lever les yeux au ciel. Là, vous avez une photo splendide qui a été prise à 360 degrés sur un des meilleurs sites astronomiques du monde, qui se trouve au Chili. C'est le plateau de Paranal, où se trouvent les télescopes, les grands télescopes de l'ESO, dans l'hémisphère sud. Et vous avez une splendide voie lactée. Évidemment, elle a une tête un peu bizarre parce qu'elle est prise à 360 degrés. C'est un gros œil de chat, qui est en fait notre galaxie, avec ses 300 milliards d'étoiles vues sur la tranche. Quand cette galaxie, vous la découpez, vous en faites l'image que vous avez en bas, donc vous avez cette énorme quantité d'étoiles dans lequel le Soleil se trouve baigné. En plus des étoiles que l'on voit, on peut distinguer des zones sombres, à l'image un peu des nuages que vous avez dans le ciel quand il ne fait pas beau. Et ces nuages, c'est effectivement des nuages, c'est des nuages de gaz. C'est des nuages de gaz de type d'hydrogène. Donc en plus des étoiles que l'on voit qui brillent, vous avez beaucoup de matériaux qui sont simplement gazeux, dont vous voyez ici les traces un peu en ombre chinoise. Donc si on fait un zoom sur ces matériaux, ça c'est un zoom sur un tout petit coin de la galaxie. Vous voyez très bien la myriade d'étoiles. C'est ces petits points qui sortent quand vous allez surtout en haut à droite du diagramme. Vous avez ici cette myriade d'étoiles et vous avez ici ces contenus en gaz. Alors ces contenus en gaz, c'est la matière première qui vont permettre de former les étoiles et avec les étoiles, les planètes. Donc quand vous faites un zoom sur un de ces nuages de gaz, parce qu'en fait c'est plusieurs séries de nuages de gaz, vous avez des formes, ça c'est une des formes, mais c'est vraiment les formes que vous obtenez des nuages que vous pouvez rencontrer dans notre ciel, les nuages météorologiques. Donc vous avez toutes les formes possibles et imaginables. Et là vous avez typiquement une de ces quantités de gaz qui, par un peu le gré du hasard ou par des effets de marée, le passage d'une étoile proche, par moment,
se rassemble sur lui-même et on a ce genre de forme. Je vais vous en montrer une autre encore pour vous montrer que ces nuages peuvent vraiment avoir toutes les formes possibles et inimaginables. Et si vous regardez plus attentivement sur quelque part ces deux cornes que vous avez dans le haut du diagramme ici, vous voyez qu'à l'intérieur de ce nuage, il se passe quelque chose. Vous voyez qu'il y a une sorte de rayonnement qui sort de ce nuage. Et ce rayonnement, c'est justement les étoiles qui viennent à peine de se former. Là, vous retrouvez encore ce genre de cheminement avec des nuages de gaz et derrière des étoiles qui viennent juste de se former. Une image très célèbre, c'est celle-ci, qui remontre bien ce phénomène spectaculaire de l'effondrement de ces nuages. Donc, dans ces nuages-là, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour former une étoile et pour former ces planètes. Comme les planètes, c'est quasiment rien par rapport à l'étoile, c'est vraiment pas un problème de trouver les matériaux pour arriver à former une planète. Ça, c'est le premier message. Maintenant, dans la pratique, comment ça va se passer? Bon, il y a des gens qui étudient ce genre d'effondrement. Quand vous prenez un nuage, naturellement, le nuage va se fragmenter en petits morceaux, qui va lui-même se fragmenter un petit morceau. Ça, c'est dominé par un phénomène qu'on appelle la masse de Jeans, qui veut que, naturellement, les systèmes s'effondrent jusqu'à ce qu'ils obtiennent une certaine forme. Et quand ils ont atteint une certaine forme, après, ils se sous-structurent et ils continuent de s'effondrer. Donc, c'est une sorte de grand pulse qui se casse en morceaux jusqu'à ce qu'on arrive à former le plus petit des morceaux. Donc, ça, c'est des simulations qui se font de la formation typiquement d'une étoile. Donc, à partir de ces nuages, vous avez naturellement des myriades d'étoiles qui se forment à partir de ces effondrements de gaz. Et vous voyez là, voilà, là c'est des formations typiques d'étoiles qui sont simulées sur ordinateur, mais on voit typiquement ce genre d'image sur ces images que je vous ai montrées. Donc on part de ce gaz qui est présent dans la galaxie, on forme naturellement des étoiles. Et avec les étoiles vient un autre phénomène. Quand vous allez commencer à effondrer les étoiles sur des tout petites structures, vous avez un phénomène qui s'appelle la conservation du moment angulaire. C'est-à-dire que vous partez au début avec une structure assez grande qui est quasi statique, c'est-à-dire qu'elle a un petit mouvement moyen sur elle-même, mais qui est quasiment imperceptible. Quand vous commencez à effondrer cette structure sur elle-même, il va y avoir le même phénomène de la patineuse qui replie ses bras quand elle fait une toupie. Le système va accélérer pour conserver son moment angulaire. Et de facto, le système accélérant, il va se mettre à tourner, il va y avoir un axe privilégié, et le système va s'effondrer le long de cet axe privilégié pour former un disque. C'est le phénomène qu'on connaît tous. Si vous remplissez un ballon d'eau et vous le faites tourner sur lui-même, le ballon va s'aplatir. C'est exactement ce qui se passe ici. Sur l'axe privilégié, il n'y a plus rien pour soutenir un effondrement. Donc, on va s'effondrer le long de l'axe, mais le long de la rotation du système, on va former un disque. Donc, quelle que soit la taille de votre système, en astronomie, il y a des disques partout parce que c'est pour conserver cette structure. Donc, quand vous allez former une étoile, vous allez vous retrouver à petite échelle, à avoir ce genre de phénomène avec en gros votre étoile au centre et autour de la matière qui tourne et qui s'effondre sur l'étoile. Donc le disque proto-planétaire, pour ceux qui connaissent le terme, n'est qu'une conséquence de cette loi de conservation. On a beaucoup de disques qui sont observés. Ça, c'est une image d'Orion. Si vous prenez une image d'Orion, vous obtenez ce genre de structure avec des étoiles nouvellement formées. Vous voyez, c'est très brillant, avec autour encore du gaz qui reste, qui n'a pas formé d'étoiles. Et si on fait des petits zooms sur des petits bouts, vous voyez qu'il y a de la matière autour de ces étoiles. Certains, la matière est comme une sorte de cocon. Sur d'autres, on a l'impression qu'on voit un peu un ombre chinoise. Je vais vous en montrer un autre, un ombre chinoise. Voilà. Là, vous avez un disque typiquement vu en ombre chinoise, c'est-à-dire que vous avez de la matière autour de votre étoile qui est relativement absorbée par la matière qui reste autour. Et comme le fond est très lumineux, ça fait le même phénomène d'ombre chinoise que vous avez pour le théâtre de marionnettes. Vous voyez pas le disque lui-même, vous voyez l'ombre que le disque fait sur le fond qui est brillant. Donc, la structure, la formation de ce disque est une conséquence absolument naturelle de la formation des étoiles. Et très vite, quand les gens ont compris ce mécanisme, on s'est posé la question, finalement, comme les disques sont partout, bien avant de les observer, on doit, à partir de ces disques, faire quelque chose. Alors, les disques intéressent beaucoup les gens, parce que je vais vous montrer une image que vous connaissez, c'est une image d'artiste, mais qui représente le système solaire. Là, vous avez le système solaire avec les planètes géantes, avec Pluton,
que vous trouvez ici, avec ce qu'on appelle maintenant les objets transneptuniens ou ex-ceinture de Kuiper. Donc, c'est tous ces objets qui se trouvent au fin fond du système solaire. Et on voit que tout ce petit monde, même s'il y a certains angles, en particulier pour les objets transneptuniens dont Pluton fait partie, on a une claire structure d'un disque qui explique pourquoi toutes les planètes du système solaire tournent à peu près dans le même sens. En fait, elles tournent toutes dans le même sens. En plus, elles sont à peu près toutes alignées sous la forme d'un disque. Ce que vous avez là, c'est le fossile du disque qui a formé les planètes au début du système solaire. Donc, on a une sorte d'image cohérente de la formation du système solaire à partir de ce disque. Il y a un petit film qui a été fait que je vais vous montrer, qui est très sympathique. C'est on prend un système en formation et on a reproduit à 3 dimensions l'impression que ça ferait d'aller se promener à l'intérieur en imaginant qu'est-ce qu'on pourrait voir dans justement cet ensemble d'étoiles qui vient à peine de naître à partir d'un disque de matière. Donc vous voyez qu'il y a des étoiles qui se forment, vous voyez autour de ces étoiles des cocons. Certains cocons ont l'impression d'être soufflés, en fait ils sont soufflés par la présence d'autres étoiles proches. Et si on était capable là on n'est plus en image astronomique, là on a une image de synthèse bien évidemment, si on était capable d'effacer ce cocon, on retrouverait ce genre d'image qu'on est incapable de faire actuellement, celle d'un disque de matière qui tourne autour de son étoile, l'étoile venant juste d'être formée. Alors ce disque, c'est le point de départ de notre aventure pour former les planètes. Il faut se dire que ces disques sont pas très gros. On a ici en termes sont pas très, très massifs. On a des disques typiquement de quelques pourcents qui correspondent à quelques pourcents de la masse que vous avez dans l'étoile. Donc, ils ne sont pas très gros, mais c'est bien assez pour faire une planète. Rappelez-vous, le Jupiter, c'est 1/1000 de la masse de l'étoile. Donc, on voit bien dans les disques qu'on observe qu'il y a bien assez de matériaux pour faire tout ce qu'on veut. Donc les disques, vraiment, c'est un outil naturel qui va nous mener à terme, aux planètes. Ce qui est important de comprendre, c'est comment ça va fonctionner. Alors une image simple pour comprendre comment ça fonctionne, tout le monde a vu ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'il neige, et puis il y a une limite, nous on le voit souvent à Genève, il y a une altitude limite où la neige, il n'a pas neigé. La neige, on est juste à une limite où la neige tient au-dessus d'un certain niveau et ne tient pas, où il pleut en dessous d'un certain niveau. Donc cette limite de neige correspond ici à une limite de température. En gros, vous êtes en dessous de zéro, vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous de zéro, vous êtes au-dessus de zéro, vous êtes en bas. Ce genre de phénomène se produit également à l'intérieur des disques. Ces disques sont constitués des mêmes matériaux que l'on trouve dans le Soleil, c'est-à-dire principalement l'hydrogène, un petit peu d'hélium, mais on a aussi tout le reste. On a aussi un peu de carbone, on a un peu d'oxygène, on a tous les éléments qu'on va trouver après dans le système solaire. Donc ils sont également présents. Évidemment, les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium sont présents en faible quantité, mais même si on n'a que 1% de la masse qui est composée de ces éléments-là, on a bien assez après pour faire des objets rocheux. Ça veut dire que dans les faits, vous avez de l'eau, et on a observé de l'eau. Dans beaucoup de ces disques, l'eau est présente dans ces disques. Évidemment, la structure de l'eau va être différente en fonction où vous vous trouvez. Si vous prenez un disque, vous avez le même principe avec cette sorte de limite que vous avez entre la partie neige fondue ou la partie liquide et la partie solide. Vous avez aussi dans le cas d'un disque, là vous avez l'étoile qui est sur la gauche, vous avez le disque qui est vu sur la tranche, et vous avez également une limite qui est, à un moment donné, quand vous êtes plus proche de votre étoile, eh bien, l'eau ne peut pas être sous un état solide. Et quand vous êtes de l'autre côté de ce trait, l'eau est dans un état solide. Donc vous n'avez pas d'état liquide dans le vide cosmique, c'est un problème de pression. Pour avoir de l'eau liquide, il faut une certaine pression. Donc comme il n'y a quasiment pas de pression, vous entrez soit dans un état gazeux, soit dans un état solide. En fait, de facto, votre disque va être très très différent en fonction de où vous vous trouvez. Si vous êtes plus proche de l'étoile, vous allez vous retrouver avec un disque composé de gaz, donc l'hydrogène il est partout, mais également avec des matériaux plutôt de type réfractaire, donc vous avez un peu des silicates, imaginons que ce soit des grains, on va faire simple. Et puis quand vous êtes au-delà de certaines distances, vous avez également des grains et vous avez également du gaz, mais en plus vous avez sur des grains des cristaux d'eau. En fait, vous avez de la neige. On peut voir ça comme étant de la neige, c'est vraiment une bonne manière de
de le représenter. Et le fait qu'il y ait une différence de structure à ce point-là importante, ça va avoir une grande conséquence. Pour tous ceux qui ont joué dans la neige, ils savent très bien que si vous prenez deux cailloux, vous essayez de les coller ensemble, c'est un peu difficile, c'est pas facile. Par contre, prenez un caillou, mettez un peu de neige autour, prenez un deuxième caillou, mettez un peu de neige autour, vous prenez vos deux cailloux avec de la neige, ils collent. Vous arrivez à former très facilement une grosse boule de neige composée de deux cailloux. Donc vous imaginez que la capacité de collage des matériaux sera relativement différente. Et toute la dynamique du disque sera également différente. Et ça, c'est un élément qui est fondamental pour la compréhension que les gens avaient bâtie de la formation des systèmes solaires. En gros, la problématique quand vous formez un système solaire, c'est que vous avez un disque, vous avez des matériaux, après vous devez construire. Donc c'est un peu comme si vous arrivez sur un chantier, on vous met des quantités de matériaux bien assez pour faire des châteaux, des maisons. Au bout d'un moment, par contre, il faut construire. Alors la construction, c'est d'abord un problème de matériaux, puis après c'est un problème de recettes. Donc en gros, quelle est la recette pour arriver à former un système planétaire? Donc, en gros, le problème, il est relativement simple. Vous partez avec des matériaux très petits, de l'ordre de 1 micron, donc c'est plus petit que les cheveux, et puis vous devez arriver après à former, à mettre ces matériaux ensemble. Donc si ça, c'est une brique de Lego, ce que vous avez en haut à gauche, c'est typiquement une poussière interstellaire, comme vous pouvez en trouver dans l'espace. Mais vous devez en mettre 10 milliards ensemble pour former la Terre, ou vous devez en mettre 1000 milliards ensemble pour former Jupiter. Donc c'est un problème de jeu de Lego, un jeu de patience. Vous prenez vos petits morceaux, vous les collez les uns aux autres, et finalement, vous arrivez à former une planète à l'intérieur de ce disque. Les gens se sont amusés à faire ça depuis une trentaine d'années, à essayer de s'imaginer comment ça pouvait fonctionner. En fait, ils ont réussi assez bien à construire des objets de la taille de la Terre à partir des grains. En fait, sans avoir besoin de glace, on arrive assez facilement à former des terres si on y prend le temps. L'idée, c'est que dans l'espace, les objets s'approchent très lentement, se collent très lentement, et vous avez un mécanisme physique qui s'appelle le collage moléculaire, que les gens qui font de l'optique connaissent bien. C'est que si vous arrivez à polir des matériaux avec une grande qualité, vous avez presque une couche d'atomes d'un côté de matériel et une couche d'atomes de l'autre côté. Quand vous les mettez ensemble, les atomes se voient. En fait, c'est des couches électroniques qui vont se voir et le matériau va se coller tout seul. Donc, dans l'espace, les petits grains, si on leur laisse le temps, arrivent progressivement à construire quelque chose qui a à peu près la taille de la Terre. Il faut à peu près 100 millions d'années, ce qu'on arrive à construire en simulant. C'est comme ça qu'on arrive à construire des terres. Maintenant, vous me direz, Jupiter, c'est la même chose. Alors oui, vous auriez raison. Effectivement, Jupiter, c'est la même chose. On pourrait effectivement prendre des grains. Simplement, il faut se donner un peu plus de temps. Le problème, c'est qu'on a déjà ici passé 100 millions d'années. Et puis finalement, le temps pour construire les planètes n'est pas totalement illimité. Pourquoi? Parce que si je prends l'image de mon matériau de construction, il y a quelqu'un qui arrive avec les matériaux de construction, mais à bout d'un moment, il les reprend. Pourquoi il les reprend? Parce que ces matériaux de construction sont sur des disques très légers. On est dominé par une dynamique qui est dominée par l'étoile au centre, et les matériaux qui se trouvent dans ces disques vont progressivement disparaître. En gros, ils vont progressivement tomber dans le disque. Il s'avère que les matériaux solides, donc les petits grains de sable qui vont permettre de former la Terre, eux, dynamiquement, on sait qu'ils peuvent tenir à peu près 100 millions d'années. On observe des disques actuellement qui ont ces âges, qui sont constitués uniquement de matériaux de type grain solide. Mais pas vraiment au-delà. Donc en gros, ce 100 millions d'années, c'est un peu la limite maximum. Le problème qu'on va avoir pour Jupiter, c'est qu'on ne pourra pas dépasser cette limite de temps. Mais en plus de ça, Jupiter, comme je vous l'ai dit, est composé principalement du même gaz que le Soleil. Donc en gros, à l'intérieur de Jupiter, vous avez probablement quelque chose de relativement solide, mais l'essentiel du contenu de Jupiter, c'est du gaz. Et le gaz, il faut bien le prendre quelque part. Donc il y a du gaz, il y a beaucoup de gaz dans ces disques, mais le gaz a la mauvaise idée d'être beaucoup moins stable que les grains, qu'un disque de grains. La raison étant que, si je prends une image assez simple, le gaz, ça ressemble un peu à de la confiture. C'est-à-dire que vous avez une sorte de viscosité du disque de gaz, il est beaucoup plus épais, et sa capacité à survivre, surtout du fait qu'il soit extrêmement peu massif, est très faible. Et en gros, le disque, schématiquement, le disque de gaz autour des étoiles, on sait que ses taux de vie maximum, ses taux de survie maximum, c'est 10 millions d'années. Donc on a un disque de gaz de 10 millions d'années dans lequel on peut piocher
pour construire Jupiter. Et ça, c'est une contrainte très importante, c'est que vous vous retrouvez en gros à devoir former la plus grosse des planètes en 10 fois moins de temps que la plus petite. Et c'est là que l'histoire de la neige joue un rôle. Et c'est là qu'on est parti du principe que dans la mesure où on a sur les grains de sable un petit peu de neige, donc dans la zone froide des systèmes solaires, on peut très facilement accréter et construire un objet de la taille et de la masse de la Terre. Si on arrive à le faire très vite, quand je dis très vite, c'est 1 million d'années à peu près, si on arrive à le faire après 1 million d'années, il y a encore suffisamment de gaz dans les systèmes à ce moment-là pour que cette planète joue le rôle d'un aspirateur et sur son orbite, accrète, ramasse, nettoie tout le gaz qu'il y a autour. En gros, ce qui va se passer, c'est quelque chose comme ça. Pour que ça se passe, par contre, il faut que ça se situe dans une zone du système solaire, du système protoplanétaire, où c'est froid. Donc typiquement, à l'extérieur du système planétaire. Et quand les gens ont compris ça, ça date des années 80, on s'est dit, mais c'est bien sûr, c'est donc pour ça que notre système solaire est composé à l'intérieur des petites planètes, où il n'y a pas de neige. Donc les planètes ont fait ce qu'elles ont pu, elles se sont formées beaucoup trop lentement. Quand elles ont été formées, il n'y avait plus de gaz, donc elles sont restées où elles sont. Et à l'extérieur, on a formé les planètes géantes, les planètes gazeuses, et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec un Jupiter, Saturne et des planètes sur l'extérieur. Et on avait construit cette image qui fonctionnait remarquablement bien pour le système solaire. Alors maintenant, vous comprenez mieux pourquoi, quand on arrive en 1995 avec notre première planète, c'est la stupeur. Parce que le modèle qu'on a construit pendant plus de 20 ans, en fait, ne correspond pas, ne joue pas. Il s'avère que la première planète extrasolaire n'est pas du tout celle qu'on attend. Tout le monde cherche une planète qui serait comme notre Jupiter, mais sur l'extérieur. En fait, il y a plusieurs ingrédients qui manquaient complètement à ce modèle, et les ingrédients vont venir les uns après les autres, à peu près dans la même période, dans les années 90. Le premier ingrédient qu'on connaissait déjà, il était déjà connu, mais qui s'est renforcé par la suite, c'est la formation de la Lune. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que la Lune s'est formée à peu près 70 millions d'années après la formation du Soleil, à un moment où la Terre était déjà formée, et la Terre a rencontré un objet très massif. Elle a reçu un météorite gigantesque, probablement à peu près de la taille, vous l'avez ici en haut à gauche, de la taille de Mars, qui a arraché une énorme quantité de son manteau, le manteau terrestre, qui s'est mis pour une partie à orbiter, à tourner autour de la Terre. Comme je vous l'ai dit, on forme des disques partout, de toutes les tailles en astrophysique, donc ça a formé un disque. Et à partir de ce disque, on a retrouvé à petite échelle la formation planétaire à l'intérieur d'un disque, et la Lune, elle est apparue. En fait, ça a été confirmé de plein de manières différentes. D'abord, il y a un modèle qui a pu le reproduire, qui a pu reproduire ce genre de formation. Ça date à peu près de la même période que la découverte de la première planète. Et l'autre partie, c'était le fait qu'on savait que l'analyse des roches de la Lune était strictement identique aux roches du manteau terrestre. Donc, il y avait une adéquation parfaite. Donc, on avait d'abord un premier élément qui était là, c'est que dynamiquement, il peut se passer beaucoup de choses dans les systèmes. On peut imaginer qu'il y ait des transformations radicales au niveau de la dynamique des premiers temps. Et on peut très bien imaginer qu'on forme un système avec, par exemple, 10 planètes et que par jeu de dominos, en fait, dans ce système-là, par jeu d'instabilité, il y en a plusieurs qui disparaissent. Donc, et qui soient transformés, qui passent sur d'autres orbites. C'est le premier élément. Donc on avait une vision un peu statique de la formation du système planétaire en oubliant ce phénomène-là. Maintenant, il y a un autre élément qui est revenu, qui a été, je dirais, inspiré, c'est venu après la première découverte de la première planète extrasolaire, c'est ce problème du bombardement tardif. Donc pour ceux qui ont assisté à la conférence de Birring, il en a parlé. Là, vous avez une simulation du système solaire où vous retrouvez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et un ensemble de corps à l'extérieur du système solaire qui sont les transneptuniens. C'est le temps qui défile, le système est intégré, calculé en temps réel, et ce que vous voyez, c'est que le système, il n'est pas strictement stable. Vous voyez, ça bouge un tout petit peu. Pour ceux qui seraient attentifs, vous verriez que Jupiter et Saturne augmentent un tout petit peu de taille. En fait, les orbites de Jupiter et Saturne évoluent jusqu'à rencontrer un point critique où le système va entrer en résonance. Comme quand vous êtes sur une balançoire et vous donnez un coup de pied exactement au bon moment, vous arrivez à un moment donné à être en résonance. En gros, quand Jupiter fait 2 tours, Saturne en fait 1. C'est un phénomène hautement dynamique qui va absolument secouer tout le système et qui va déplacer toutes les orbites du système solaire et surtout qui va nettoyer les objets à l'extérieur, qui sont les objets transneptuniens. Cet élément-là
faire sortir deux choses. La première chose, ça montre que le système est très évolutif, qu'on a une image assez naïve, même si on ne prend pas un élément majeur comme un bombardement. Rien que le fait que le système puisse évoluer peut déplacer les orbites. Vous voyez, les orbites ont été complètement bouleversées, en particulier celles d'Uranus et de Neptune. Le deuxième élément, c'est que ça résout plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y avait trop peu d'objets qui se situaient au-delà de Neptune et qui permet d'expliquer ce phénomène. Ce phénomène était un peu mystérieux. On avait un déficit d'objets par rapport à la quantité d'objets qu'on attend dans un disque protoplanétaire. Ça le résout. Et puis, le troisième élément, qui est l'élément peut-être le plus intéressant et peut-être aussi le plus controversé, c'est que si vous appliquez ce genre de phénomène, vous avez une pluie de météorites absolument spectaculaire qui arrive sur Terre. Et il y a tout un débat qui est toujours absolument à l'ordre du jour. Et là, on n'est pas tous d'accord par rapport à cette interprétation-là. C'est qu'en gros, il y a deux écoles. Soit vous imaginez que la Terre se forme, elle est très chaude. Donc quand elle est très chaude, il n'y a pas d'eau, en gros. Hein, l'eau est complètement évaporée. Et progressivement, il y a suffisamment d'eau qui reste dans les roches pour que par système d'éponge, en gros, vous pressez après sur les roches, vous arrivez à faire ressortir de l'eau. Ou vous dites non, en fait, la Terre est tellement chaude qu'effectivement, il y a un peu d'eau, mais il n'a pas vraiment assez à la fin. Vous devez l'apporter avec un autre mécanisme. Ce mécanisme-là apporte l'eau sur Terre de manière naturelle parce que l'ensemble de ces objets-là sont tous des objets qui sont de type comète-Terre, ils sont tous remplis d'eau. Il suffit d'en amener une bonne partie et en fait, vous remplissez les océans. Donc, il y a des gens actuellement qui débattent sur ce point-là. Il y a eu récemment, il y a quelques mois, il y a eu un papier dans Nature qui a prétendu que même l'essentiel des océans sur Terre pourrait être uniquement dû à ce genre de phénomène. Donc, vous voyez, il y a des conséquences assez intéressantes. Et comme par hasard, juste un demi-milliard d'années après, vous avez les premières traces de vie sur Terre. Donc, il y a un élément peut-être déclencheur de la vie, de ce genre de mécanisme qui soulève beaucoup de questions. Le troisième élément qui était intéressant par rapport à ce mécanisme, c'est qu'on a trouvé une trace de ce genre de phénomène sur la Lune. La Lune, quand vous l'observez, vous faites des photos, ça c'est la face cachée, hein, vous ne la connaissez pas, elle est assez banale. Quand vous faites des photos, vous ne voyez pas grand-chose. Si vous avez un altimètre et vous mesurez les altitudes de manière très précise, c'est-à-dire à quelques dizaines de centimètres, ce que vous voyez, c'est un énorme cratère qui se trouve dans la zone sud, comme par hasard la zone qui est orientée vers l'extérieur. Et ce cratère-là, si vous le datez, vous vous rendez compte qu'il date de bien après la formation de la Lune. Donc vous avez ici un cratère qui est arrivé bien plus tard, que vous n'arrivez pas à expliquer, parce qu'un objet pour créer un cratère pareil doit être de taille gigantesque. Il n'existe pas statistiquement d'objets de cette taille en type météorite après la formation du système solaire. Donc là, vous arrivez à expliquer pourquoi tout d'un coup la Lune aurait un impact aussi majeur. Et ça peut absolument être lié à ce phénomène qui se passe à peu près 1 milliard d'années d'après les modèles, après la formation du système solaire. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant parce que là, on a un phénomène majeur qui va bouleverser complètement la dynamique des planètes. Ça, c'est arrivé après. Donc, typiquement, l'inspiration de ce bombardement tardif et sa solidification, c'est un des phénomènes indirects de la découverte de 51 Peg. Ça vient après, à cause de ce phénomène. Alors, vous voyez qu'on a maintenant une image complètement différente, qui est que, soit vous pouvez peut-être former des systèmes comme je l'ai décrit, donc les planètes géantes à l'extérieur et les petites planètes à l'intérieur, mais rien ne vous dit que ce système va rester en place, et en fait, tout vous dit le contraire. Les systèmes sont beaucoup plus dynamiques que vous ne le pensez, et maintenant, la tendance générale est d'imaginer que les systèmes planétaires, tels que vous les observez, ces autres étoiles, sont très différents de la manière dont ils ont été formés. Alors, ça ajoute un peu de la confusion, mais ça permet aussi de beaucoup de possibilités. Ça permet en fait d'avoir un peu toutes les configurations. C'est ce qui s'est passé depuis la découverte de 1995, c'est qu'on a trouvé beaucoup de configurations. Il y a eu beaucoup de résultats. Bon, ça, c'est la taille de l'impact. Il y a eu beaucoup de résultats qui ont alimenté ce genre de raisonnement. Là, ce que vous voyez, c'est le temps qui défile depuis 1995 jusqu'à 2009. Vous voyez le nombre de planètes, vous voyez la masse des planètes sur l'axe vertical, Jupiter, Saturne, Uranus, la Terre ici. Vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps défile, il y a chaque année, ils sont petits d'autres planètes. Vous voyez également que la masse minimum des planètes diminue au fur et à mesure pour nous amener progressivement vers des planètes qui sont de type de la masse de la Terre. Actuellement, on a absolument les capacités de trouver des planètes de type terrestre en termes de masse ou de quelques fois la masse de la Terre. Comme on ne sait pas trop ce que c'est, ces objets qui sont 3 à 5 fois la masse de la Terre, voire 10 fois, on les appelle les super-terres actuellement. Donc vous voyez qu'il y a actuellement toute une gamme de masses qui ne correspond pas stricto sensus à la classification que vous aviez forcément dans le système solaire. Vous avez tous les cas de figure entre les super-Jupiters, composés de 5 à 10 fois la masse de Jupiter, jusqu'à des objets d'une masse terrestre. Il y a quelque part un continuum de planètes qui sont trouvées
dans ce cadre-là. Il y a autre chose que l'on sait également, c'est que toutes les orbites sont possibles et toutes les configurations sont possibles. Je n'ai pas voulu vous montrer actuellement les 500, on est à peu près à 500 planètes qui sont connues, les 500 orbites. J'ai fait une petite sélection. Vous avez ici typiquement un ensemble d'orbites choisies qui est bien représentatif de ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Vous avez ici la taille donc, des systèmes. Ça, c'est des unités astronomiques. Donc, 1, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, vous voyez, chaque ligne bleue, c'est une planète qui est connue. Donc 51 PEG fait partie, sur le diagramme de gauche, de ces planètes qui sont à très courte distance, à peu près à 0,05 unités astronomiques. On a toutes les configurations, on en a qui ont été trouvés jusqu'à des distances de unités astronomiques, et ça continue, et des objets qui sont comme Jupiter. Vous avez Jupiter ici qui est schématisé en rouge, des planètes qui ressemblent à Jupiter. Donc on a un continuum absolu de planètes qui sont trouvées. Et la raison pour laquelle probablement ces planètes sont trouvées avec ce continuum, c'est pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. On ne remet pas en cause le fait qu'on doit former Jupiter dans des relativement rapidement pour avoir tout le gaz, ramasser tout le gaz du système. Par contre, on se rend compte que les systèmes sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus mobiles que ce qu'on croit. Et peut-être que le nombre de systèmes qui ont été relativement stables et qui ont peu bougé après leur formation sont peut-être plus rares que ce qu'on veut bien croire. En tout cas, pour l'instant, c'est l'image que l'on a. L'autre aspect qui est important de réaliser, c'est que beaucoup de ces systèmes ne sont pas tout seuls. Et ce problème des systèmes planétaires est un système assez complexe parce que vous êtes toujours semi-aveugle dans cette aventure, c'est que vous avez toujours tendance à observer le système ou la planète la plus facile à observer sur votre étoile. Donc vous ne trouvez pas forcément toujours que c'est un système. Vous pouvez trouver uniquement 2 planètes ou 3, ou une seule, puis après une deuxième. Ça peut venir progressivement. Alors il y a plusieurs cas d'école. Je vais vous montrer juste une petite aventure, une petite saga qu'on a eue. Ça, c'est une des étoiles de l'hémisphère sud qui s'appelle Mu-Ara. C'est une étoile qui avait été trouvée par nos collègues américains comme abritant une planète une planète standard par rapport à ce qu'on trouve, donc une planète de type Jupiter-Saturne, sur une période de 600 jours. Donc on a un système un peu sur l'orbite de Mars. Donc c'est ce que vous avez ici, cette variation. Vous avez en plus une sorte de variation continue par-dessus la planète. Donc on se dit, bon, il doit y avoir autre chose autour de ce système qui perturbe également son étoile. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que quand on rajoute d'autres mesures, ça c'est nos mesures qui ont été rajoutées, vous voyez le temps qui défile en bas, on se rend compte qu'en fait ça s'incurve. Donc on est arrivé à conclure qu'il y avait 2 planètes. Il y avait une à 600 jours et une beaucoup plus longue, à quelques milliers de jours. Donc c'est bien un système planétaire. Et puis en plus, mon collègue français François Bouchy a fait une campagne très intensive sur cette étoile parce qu'il cherchait en fait à mesurer les modes de pulsation pour déterminer la structure de cette étoile. Et quelle n'a pas été sa surprise de découvrir qu'en fait, en faisant beaucoup de mesures, il voyait une petite variation qui durait quelques jours sur ce système, mettant en évidence la présence d'une toute petite planète plus petite que la masse de Neptune, en très courte orbite, également sur ce système. Donc là, on a un système qui était initialement de 1 planète, maintenant qui est un système de 3 planètes. Si vous êtes attentif et critique, vous voyez qu'il y a des points qui ne correspondent pas à la modélisation que l'on avait faite de ce système. Vous auriez raison d'être critique parce qu'on l'a aussi été et on s'est posé beaucoup de questions et on a continué à mesurer ce système et on a vu qu'il y avait une 4e planète encore dans ce système qui explique très bien ces fameux points qui étaient divergents, et là c'est tous les points qu'on a sur le système. Donc là il y a 4 planètes, peut-être que demain il y en aura 5, il y en aura peut-être 6. Donc ça c'est simplement lié au fait qu'on va d'abord trouver la plus facile puis qu'après on va en trouver d'autres. C'est pour ça que ne soyez pas surpris dans la littérature si tout d'un coup des systèmes se trouvent à avoir plus de planètes que prévu, c'est uniquement lié à ce phénomène-là. Le fait de trouver des systèmes planétaires pose énormément de questions sur la structure de ce système planétaire. On sait qu'on a une sorte de pseudo-ordonnement des planètes, il y a une sorte de structure du système solaire. Cette structure, on la retrouve à une certaine échelle autour des autres systèmes planétaires. Ça, c'est un petit bréviaire des systèmes multiplanétaires que l'on a avec plus de 2 planètes, que l'on a trouvé avec plus de 2 planètes. Vous avez ici représenter la taille des points, c'est la masse de la planète, et vous avez la distance du système. Donc les étoiles seraient sur la gauche et vous avez la distance, 1, encore une fois, unité astronomique. Vous voyez que vous avez des systèmes qui sont composés de plus petites planètes, d'autres de plus grandes planètes. Vous avez des systèmes qui pourraient ressembler à celui de Jupiter, 55 Cancri, vous avez une planète très très éloignée, mais vous n'avez pas de petites planètes au centre, vous avez plutôt des planètes plus massives. Vous avez des cas comme celle-ci, vous avez 3, comme la 3724, où vous avez en gros 3 Jupiter, un sur l'orbite de Jupiter, un qui va se trouver un peu sur l'orbite de Mars, puis un autre
astronautes sur l'orbite de la Terre. Peut-être qu'on va peut-être trouver une toute petite planète prochainement très proche. Simplement, on n'a peut-être pas encore suffisamment de signal pour le voir. Et on a certains systèmes qui maintenant sont célèbres, comme par exemple le Gliese 581 ou HD 40307, qui sont des systèmes qui sont composés de toutes petites planètes, dont certaines dans des zones un peu magiques qu'on appelle la zone habitable. J'y reviendrai un tout petit peu à la fin de cette conférence. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble de systèmes multiplanétaires et on n'a pas vraiment de structure. Par contre, il y a une sorte de logique qui se cache un peu derrière, qu'on voit assez bien quand on prend le système HD 10-190. Vous voyez, les planètes, c'est une échelle logarithmique, ont l'air de s'ordonner un peu de manière systématique. En fait, quand vous faites l'analyse dynamique de ces systèmes, vous réalisez que ces systèmes sont empilés. C'est-à-dire que, en gros, si vous essayez de les mettre le plus près les uns des autres, vous n'y arrivez pas sans casser le système. Donc ça rappelle ces mécanismes dont j'avais évoqué l'effet dans le cas du bombardement tardif ou dans le cas du mécanisme d'information de la Lune. C'est comme si on avait progressivement déplacé le système, fait bouger le système pour se retrouver dans un système minimum. Donc là, on a plusieurs idées qui apparaissent maintenant et qui étaient sous-jacentes ces dernières années, qui sont liées lors de la formation de ces systèmes. Il y a beaucoup d'effets dynamiques et il y a aussi un effet dynamique qu'on a pensé comme étant un effet majoritaire qui maintenant est très débattu, c'est ce qu'on appelle la migration, c'est-à-dire que quand vous avez une planète qui se forme à l'intérieur d'un disque, il y a une interaction qui se passe entre la présence du disque et la présence de la planète. Donc en plus des effets dynamiques entre les planètes, vous avez également le fait que vous avez ce disque, et cette présence a tendance à déplacer les systèmes toujours à peu près dans la même direction, et pourrait en fait s'arranger pour compacter les systèmes pour qu'ils soient au plus proche d'un état de stabilité. Et c'est un peu la tendance que l'on rencontre ici. Et c'est un peu les thèses qui ont été développées par Jacques Lascar de Paris pour la formation du système solaire, où il en arrive à la conclusion que si on voulait mettre une planète de plus, on n'y arriverait pas. Donc en fait, quelque part, l'ordonnement des planètes du système solaire est optimum en termes de stabilité. Alors, n'y voyez pas une vision divine, voyez simplement la conclusion que peut-être qu'on a eu la chance de tomber sur un système qui est un peu optimum du point de vue stabilité pour simplement être stable. Il y a des systèmes qui n'ont pas eu cette chance, se sont cassés en morceaux. On n'a que des petits bouts de ces systèmes, et c'est peut-être ce que vous avez là. Peut-être que là, vous avez des petits bouts de systèmes qui ressemblaient peut-être originellement pour certains au système solaire, mais qui ont été cassés parce qu'ils se trouvaient, pour certaines de leurs planètes, ils ne se trouvaient pas dans un ordonnement qui était optimum. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a en plus de ces études qui principalement ont été faites par les techniques qu'on appelle des vitesses radiales, donc en détectant le mouvement des planètes sur les étoiles. Maintenant, on commence à avoir des moyens pour avoir des images de systèmes planétaires. On a ce genre d'images que d'ailleurs on trouve ici dans l'exposition, qui est un système. Alors, au centre, c'est pas une étoile étrange. C'est ce qu'on appelle le bruit instrumental. On a dû soustraire l'étoile et on a fait du mieux qu'on a pu. Comme elle est extrêmement brillante, on a des résidus. Donc, ne prêtez pas d'importance au signal qui est au centre. C'est quelque part les restes de la soustraction. On a gommé l'étoile et c'est un peu la saleté qui reste après avoir gommé l'étoile. Ce qui est important, c'est les 3 planètes que vous avez, B, C, D, qui sont effectivement 3 planètes trouvées autour de cette étoile, HR 87, 99. Et l'intérêt ici, c'est les distances. Si vous regardez l'échelle qui se situe en bas, vous avez ici des planètes qui se trouvent bien au-delà des capacités des techniques dynamiques, dites des vitesses radiales. Les planètes là sont à 40 unités astronomiques, 60, voire même 100 unités astronomiques. Pour voir l'effet d'une planète à ces distances-là, il faudrait attendre des centaines et des centaines et des centaines d'années. Donc on voit que maintenant, il y a un complément très intéressant aux planètes trouvées en vitesse radiale qui se fait par ce genre d'imagerie. C'est un domaine en plein essor qui est lié en fait à des développements technologiques majeurs dans l'imagerie directe de ce genre de système. Alors ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, quelle perception maintenant globale on a de l'ensemble de ces systèmes. Alors il y a des gens qui s'amusent à faire ce genre de diagramme. Je n'ai pas résisté à vous le montrer. En gros, ils simulent, en prenant toute la physique que je vous ai racontée, ils essaient de s'imaginer quels sont tous les cas de figure pour former des planètes. Alors, on a ce qu'on appelle des populations de planètes. Vous avez ici la masse de ces planètes en masse terrestre. Donc, Jupiter, c'est 300, je vous rappelle. Et vous avez ici les distances. Donc, vous voyez, on forme des tas et des tas de planètes que vous pouvez bien identifier. D'abord, en haut, vous avez les planètes Jupiter. Donc, un certain nombre de ces planètes deviennent des Jupiters. C'est le hasard. Simplement, quand vous jouez l'ensemble des possibilités, vous avez un certain nombre qui deviennent des Jupiters. Vous avez un autre nombre qui deviennent des Neptunes.
Donc vous avez des planètes qui sont intermédiaires entre les planètes comme Jupiter, composées principalement de gaz, et les planètes terrestres. C'est des planètes qui ont passablement d'eau, qui sont plus denses, d'une densité intermédiaire entre les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Et puis vous avez en bas ce qu'on appelle les terres, donc, dont la Terre fait partie. Vous avez assez naturellement, en mettant tous ces ingrédients, vous arrivez à reproduire la diversité que vous avez. Mais vous voyez, nous, on a un exemplaire de Jupiter, on a deux exemplaires de Jupiter, on a deux exemplaires de Neptune, et puis on a les planètes telluriques qui sont des exemplaires de planètes de type terrestre. Donc vous voyez, on a finalement un sous-ensemble uniquement de cette énorme diversité et à des distances précises qui sont les distances probablement pas trop loin de où elles se sont formées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette distribution, vous pouvez imaginer quel est le taux de planètes que vous allez avoir. Donc en gros, vous écrasez, vous tenez plus compte de la distance des planètes, vous les projetez sur l'axe de masse et vous essayez de reproduire un peu ce que vous attendez. Si vous étiez capable de les trouver, vous tenez compte aussi des limites de détection. Et voilà un peu ce dont on s'attend. En fait, si vous comptez le nombre de planètes que vous avez autour des étoiles, il y a un certain petit nombre qui va se trouver être des planètes géantes. Vous avez un plus grand nombre en fraction de planètes qui est de type Neptune, mais finalement un peu dans le même esprit des planètes que vous avez de type géante. Et puis alors vous avez une énorme quantité de petites planètes. Finalement, ce n'est pas très différent du système solaire. Vous avez aussi 2 planètes géantes, 2 planètes de type neptunienne, puis tout le reste, on en a 4 qui sont de petites masses. Donc en fait, la nature a l'air de former très facilement, par rapport à ces modélisations, des planètes de petite masse. Au jour d'aujourd'hui, on est capable de confirmer ce genre de diagramme seulement pour les 2 premières bosses. On trouve les planètes ici et on trouve celle-ci. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a maintenant une claire indication qu'on a un excès de planètes de ce type-là, de type neptunienne, par rapport aux planètes qui sont de type jupitérienne. On a à peu près entre 5 à 10% d'étoiles qui possèdent ce genre de planètes. On a à peu près entre 20 à 30% d'étoiles qui possèdent également ce genre de planètes. Ça, on ne sait pas encore. Ça, c'est la recherche qu'on commence maintenant, qu'on a construit des machines, on est en train de construire des instruments pour aller justement explorer ce diagramme-là. Mais on pourrait s'attendre à avoir quasiment 100% statistiquement de planètes, d'étoiles qui ont des planètes. Donc, vous voyez que finalement, la conclusion de ces résultats, de ces grandes recherches de planètes, ont été de dire que les planètes sont une conséquence normale de ces fameux disques qu'on observe, et on en a beaucoup. Par contre, elles ne sont pas forcément toutes exactement comme on les a imaginées et toutes comme le système solaire. Alors, il y a un autre élément que l'on a tiré des découvertes récentes, c'est qu'on ne s'est pas contenté uniquement d'identifier ces planètes, de regarder leur orbite, de regarder les masses. Certaines de ces planètes, on est capable de mesurer leur taille. Alors, la technique est assez simple. Alors, ça, c'est ce que je vous ai raconté avant. La technique, elle est assez simple. Parfois, on se trouve juste dans l'axe de vue de l'orbite de la planète qui croise le disque de son étoile. Donc, elle produit ce qu'on appelle un transit. C'est l'équivalent des éclipses dans le système solaire. On appelle ça des transits dans le cas des planètes extrasolaires. Donc, vous avez schématiquement, comme le montre cette image, le passage de la planète devant son étoile. On ne voit pas ce genre d'image. C'est une image d'artiste que je vous montre. Ce qu'on va observer vu de la Terre, c'est comme quand vous avez un tout petit nuage qui passe devant le Soleil. Ça va diminuer un tout petit peu la luminosité qui va nous provenir de cette étoile. Alors, cette luminosité, on la mesure, on mesure ce passage, on mesure ce transit, ça donne la courbe en haut à gauche. Vous avez en gros une quantité de lumière qui provient de l'étoile. Quand la planète entre dans le disque de l'étoile, l'étoile perd de la lumière, et quand la planète ressort, l'étoile retrouve sa luminosité qu'elle avait juste auparavant. Ce genre de mesure nous donne directement accès à la taille de la planète. En plus, si vous arrivez à mesurer l'effet de cette planète sur son étoile, l'effet dynamique, par exemple en prenant la technique des vitesses radiales, en mesurant l'effet de déplacement de vitesse de l'étoile, vous obtenez également la masse de cette planète. Donc là, c'est le cas de la première planète en transit jamais détectée, qui était sur l'étoile HD 209-458, pour lequel on a pu avoir une taille, on a pu avoir une masse. Taille, masse, pour un astrophysicien, c'est le début de la physique. On arrive à avoir une densité. La densité, ça nous donne accès à la composition de ces planètes. Alors là, quelle n'a pas été notre surprise de constater, en l'occurrence pour celle-ci, que la densité était 1/3 de la densité de Jupiter.
Donc la planète est beaucoup plus légère et beaucoup plus, quelque part, gonflée que ne l'est Jupiter. Les explications modernes de ce phénomène, c'est principalement lié au fait que ces planètes sont très proches de leur étoile et sont très, très chauffées. Il y a une quantité d'énergie qui arrive sur la surface de cette planète qui, quelque part, part à l'intérieur de la planète. Et donnant d'énergie à la planète, elle va gonfler un tout petit peu. Sociologiquement et historiquement parlant, cette découverte a été majeure parce que c'est à partir de cette découverte qui est des années 2000 que les gens ont commencé à croire que les planètes extrasolaires, et en particulier les planètes de type 51P, qu'on appelle maintenant les Jupiters chauds, parce que c'est des Jupiters qui sont très proches de leur étoile, existaient vraiment. Jusqu'en 2000, je pense que l'ensemble de la communauté faisait semblant de nous écouter, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de gens, finalement, qui partaient dans ce domaine-là. À partir de cette découverte-là, le domaine explose complètement, parce que c'est ce qu'on appelle une confirmation indépendante, c'est-à-dire qu'on confirme une même interprétation physique, mais d'une technique qui n'a rien à voir avec ce qui était fait auparavant. On avait ici deux signaux complètement différents, un signal de vitesse et un signal de lumière, qu'il est absolument impossible d'expliquer autrement que par un transit. Donc c'est grâce à cette détection que les gens ont commencé à croire à tout ce qu'on avait prétendu pendant 5 ans. Alors bon, j'exagère un tout petit peu, je ne dirais pas qu'on était des parias, mais c'est vrai que c'est grâce aux transits qui maintenant se sont énormément développés. On a maintenant des satellites qui tournent dans l'espace, dont un satellite français de Corot et un satellite américain Kepler qui produisent plusieurs découvertes. Je vais y revenir un tout petit peu après. Il y a d'autres éléments intéressants qui ouvrent aussi un espace de découverte énorme avec ces transits. C'est que quand vous avez une mécanique de transit, vous avez un peu cette situation. Imaginez-vous que vous êtes par terre en train de regarder le système. Vous avez l'étoile qui est bleue, là, c'est un peu malheureux. Vous avez un moment donné où votre planète passe devant son étoile, puis un moment elle passe derrière. Ces deux événements sont intéressants. Quand elle passe devant, c'est ce qu'on appelle un transit, on obtient la taille de la planète. Quand elle passe derrière, on a un élément assez intéressant, c'est qu'on a un moment où on ne voit plus que l'étoile. Alors vous direz, on ne voit plus que l'étoile, finalement, ce n'est pas très intéressant, ce qu'on cherche à la planète. Mais pour nous, c'est un élément fondamental parce que pour l'ensemble du cycle, à part ce moment-là, on a toujours l'étoile et la planète. Donc imaginez qu'il y a un tout petit peu de lumière qui vient de la planète, cette lumière va se mélanger avec la lumière qui vient de l'étoile. Donc on utilise ce moment très particulier qu'on appelle le transit secondaire, ou ce qu'on appelle une éclipse, c'est formellement une éclipse, comme nous permettant de définir la lumière stricte qui vient de l'étoile. Donc après, on va soustraire l'ensemble de ce qu'on observe pour le reste du cycle. On va soustraire l'étoile qu'on mesure à ce moment-là à l'ensemble de la lumière qu'on voit dans le reste du cycle, et on va, à partir de là, arriver à déterminer la quantité de flux ou la température intrinsèque des planètes. Il y a beaucoup de mesures de ce type-là qui sont faites. Voilà, ça c'est la partie, en gros, quand on arrive près de la partie du transit, et vous avez l'autre partie qui est derrière, quand la planète commence à rentrer juste derrière, et on arrive à déterminer en fait cette quantité que vous avez là. Vous voyez, il y a de la lumière qui vient, on a un effet de phase, comme une phase de la Lune. On arrive à voir les effets de phase de la planète. Ça nous donne accès à l'atmosphère de la planète. Ça nous permet également, en analysant finement la structure de cette lumière, de déterminer la composition en partie de l'atmosphère. Ce qui va se passer, c'est qu'une partie du flux de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète à ce moment-là. Et vous pouvez utiliser ce moment-là en le comparant par rapport au moment où la planète elle est juste derrière, pour déterminer quels sont les composants que vous avez sur la planète. Donc on commence à faire quelque part une analyse chimique de la composition des atmosphères. On est restreint actuellement à des planètes relativement grosses, des planètes de type gazeux, mais il n'y a aucune raison qu'à terme, on n'arrive pas à le faire sur d'autres types de planètes. Ça veut dire que d'autres types d'atmosphères, beaucoup moins gazeux que celle-ci, pourraient un jour être mesurés avec ces techniques. Alors cette technique des transits a apporté un autre élément fondamental, c'est qu'on a pu commencer à déterminer la structure de ces planètes. On avait jusqu'à présent des planètes qui avaient la masse de Jupiter, la masse de Neptune ou la masse des super-Terres. Alors Jupiter, on voyait un peu ce que c'était, mais Neptune, super-Terre, ce n'était pas très clair. Et on a eu le cas de la découverte de l'objet qu'on appelle maintenant Corot 7. C'est un objet qui a été trouvé par le satellite Corot, qui a laissé une trace d'un transit, voilà le signal de Corot. Ce système-là, on a pu le mesurer, on a pu mesurer l'effet de vitesse
créé par la planète sur son étoile, on a obtenu ces courbes. Donc, vous voyez comme c'est des objets difficiles à mesurer, c'est des points de mesure, et puis c'est le modèle qui a pu être passé. Et on en a déduit un système qui est le système que vous avez en image fait par un artiste juste à l'arrière, à savoir qu'une planète très proche, solide, la densité que vous mesurez est strictement identique à la densité de la Terre. Donc, vous avez une planète, en gros, dont la surface est un lac de lave, en tout cas pour la partie qui est exposée au Soleil, et la présence également d'une autre planète qui se situe beaucoup plus loin, qui est elle un petit peu plus grosse et qui est évidemment plus froide. Donc là, on a pu déterminer que ce genre de planète qu'on appelle des super-terres est en l'occurrence pour celle-ci, pour Corot 7b, une planète de type terrestre. C'est en fait la première évidence de la détection d'une planète terrestre jamais faite. On détecte des planètes de la masse de la Terre. Ici, on a l'évidence que cette planète est de facto de structure semblable à celle de la Terre. C'est la première, il y en aura d'autres. Il y a maintenant un satellite qui est beaucoup plus performant que le premier satellite qui a été explorateur par rapport à ça, qui était Corot. Maintenant, c'est le satellite Kepler qui a plusieurs de ces objets dans sa liste et qui va probablement, dans les années à venir, produire des résultats fantastiques. Alors, quelles sont un tout petit peu les perspectives de futur le long de cette ligne? Bon, ce que tout le monde a en tête, c'est ce genre d'image. Il faut bien réaliser que ce genre d'image, je pense qu'il va falloir attendre relativement longtemps pour les avoir. Ceci dit, beaucoup de personnes se posent la question de quelle manière on pourrait non pas détecter ces planètes, parce que j'espère vous avoir convaincu que maintenant on les trouve, on trouve ce genre de planètes, mais plutôt aller se poser la question de comment on va pouvoir aller plus dans la physique de la structure de cette planète ou la composition de son atmosphère. Donc il y a plusieurs grandes lignes qui sont suivies. En gros, il y a deux lignes principales. Une, c'est celle qui vise à utiliser des très gros télescopes sur le sol. Il s'avère que le sol, il y a des longueurs d'onde qui fonctionnent très très bien sur le sol, pour lequel on peut imaginer de faire une image, en tout cas une détection directe de ce genre de système. Ça a été étudié et il y a un projet qui a maintenant quelques années, qui était le grand télescope géant OWL, pour overwhelming, donc ça veut dire extraordinairement grand, qui avait une taille de 100 mètres, qui aurait pu techniquement faire ce genre d'image et puis détecter, comme vous le voyez ici, la présence d'une planète qui serait ici, la Terre. Donc on a reproduit le cheminement de la Terre pour une étoile qui est relativement proche. Bon, malheureusement, ce télescope n'existera pas, en tout cas pas en l'état. Le projet s'est redimensionné pour faire face à la réalité. Simplement, un jour, un télescope de cette taille-là existera. Et un jour, probablement, on sera capable de faire ce genre d'image. L'autre option, c'est d'aller dans l'espace, ce qui permet d'accéder à d'autres longueurs d'onde, en particulier des longueurs d'onde qui peuvent être plus intéressantes pour détecter certaines signatures de la vie. On pense à détecter des traces d'oxygène en détectant l'ozone, par exemple, mais on peut détecter aussi de l'eau. L'eau est relativement facile à détecter si elle est là sur d'autres planètes. Ça, c'est le projet Darwin. C'est probablement pas le projet qui existera dans, je sais pas, dans 20 ans 30, ou dans 50 ans. Le point qui est important ici, c'est que j'espère vous avoir convaincu que le fait que les planètes se déplacent, le fait qu'on puisse avoir des catastrophes majeures dans les systèmes planétaires, je pense qu'il serait hasardeux d'imaginer juste par le simple fait qu'une planète se trouve à un endroit agréable, comme par exemple à la distance de la Terre, elle puisse avoir de la vie. Je pense qu'il faut d'autres critères, et en particulier, maintenant tout le monde est à peu près d'accord qu'il faudrait plus ou moins qu'il y ait de l'eau. En tout cas, ça aiderait beaucoup s'il y avait de l'eau. Et la possibilité que l'eau sur Terre n'ait pu, en tout cas dans les océans, pas exister s'il n'y avait pas eu ce bombardement tardif, ça relance également la question de ça encore plus fort. C'est-à-dire vraiment, ça ne suffira pas de voir le système, il faudra vraiment aller regarder. Et c'est clair qu'il y a beaucoup d'attentes, et je serais très curieux le jour, si j'arrive à le voir, quand on aura beaucoup de ces planètes identifiées et qu'on pourra aller chercher de l'eau sur ce système, pour se poser la question, est-ce que vraiment on va trouver de l'eau? Est-ce que vraiment c'est naturel d'avoir de l'eau sur ces planètes? Autant l'eau est naturelle et présente dans les systèmes à la formation, autant elle pourrait ne pas être évidemment présente sur les planètes au moment où on va les observer. Donc vraiment, ce problème de l'eau est vraiment critique, et on sait pourquoi l'eau intéresse beaucoup de gens, parce que tout le monde est plus ou moins d'accord que, sans être une condition forcément essentielle, ça aiderait énormément, et on pense que c'est grâce à l'eau que la vie est apparue sur Terre. Donc l'eau est un élément important, et je pense que c'est un élément ici qui se cache. Maintenant, il faut réaliser l'extraordinaire difficulté de ce genre de découverte, et il y a une image que j'aime bien montrer, parce que je trouve qu'elle reflète bien
combien c'est difficile à faire, c'est l'image que nous avait envoyée Voyager, donc maintenant ça a quelques années, qui avait eu le bon goût de se retourner à un moment donné et de faire une image relativement à quand il quittait quasiment la zone considérée comme étant la zone majeure du système solaire, qui est à peu près à 40-50 unités astronomiques, qui a fait une image de la Terre. Donc ce qu'on voit de manière évidente au premier abord, c'est une bande. Ce n'est pas la Terre, la bande, c'est ce qu'on appelle la bande zodiacale. Donc c'est tous les petites poussières, toutes les petites composantes que vous avez dans le disque planétaire sur Terre, qui sont chauffées et qui vont rayonner. Et on pense que c'est probablement ce genre de signal qui sera au début le plus facile à voir, c'est cet élément-là. Et on voit à l'intérieur de ce signal la présence de la Terre, c'est la Terre que vous voyez là, qui en gros se trouve ici être sur un pixel. Donc il faut bien réaliser que bien que les idées soient là, bien que la démarche soit là, je pense que la perspective et la réalisation d'un projet aussi spectaculaire que d'être capable de mesurer sur une planète de type terrestre la présence de l'eau restera pas pour demain, mais vraiment pour après-demain. Mais ça me paraît être une étape essentielle pour après pouvoir répondre à en fait, la question que tout le monde a sur les lèvres, qui est de savoir, finalement, la vie sur Terre, est-ce c'est quelque chose de rare ou est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent? Il suffit d'avoir une planète pour la voir. Voilà, je vais vous laisser sur ces paroles. Je vous remercie. Merci Didier Queloz. Donc maintenant la parole est à vous et le micro aussi. Je ne vois pas très bien, je m'excuse, mais ça fait rien. Bonjour. Ouais. Bonjour. J'ai juste une question concernant les modèles statistiques que vous avez présentés. Oui. Apparemment, il y a des gens qui se sont amusés à simuler un peu toutes les possibilités. Et quelles sont les chances qu'une planète telle que la nôtre et qu'un système solaire tel que le nôtre existe d'après ces modèles? Alors, la chance qu'on ait des planètes, je dirais, un système avec des planètes géantes et des petites planètes, je pense qu'elle est très élevée dans la mesure où vous acceptez le principe que ces planètes se forment assez facilement. Maintenant, la chance que la géométrie du système soit courante, ça va dépendre de la fréquence des éventuels événements qui viennent après la formation de ce genre de système. On a maintenant détecté sur certains de ces systèmes certaines planètes qui tournent dans le sens contraire de leur étoile, ce qui est une preuve évidente de phénomènes majeurs qui viennent perturber ces systèmes. Donc en fait, la grande question actuellement n'est pas de savoir est-ce qu'on va former des planètes, est-ce qu'on va former des Jupiters, est-ce qu'on va former des Terres. La question est de savoir dans quelle mesure ces systèmes vont rester à peu près comme ils ont été formés. Et ça, c'est une grande question qui reste ouverte. Et c'est, je pense, une des prochaines étapes des grands programmes de recherche actuellement. Actuellement, on aborde ces questions de front. En gros, on les détecte, ces planètes. Et on les détecte au fur et à mesure de nos capacités. Donc, on va d'abord détecter les plus grosses. Donc, maintenant, j'espère vous avoir convaincu qu'il existe actuellement des étoiles avec des planètes de type Jupiter à grande distance. Maintenant, sur certaines de ces étoiles, peut-être qu'on n'avait pas les moyens, on n'a pas encore les moyens de détecter l'éventuelle présence d'une Terre. Ça arrivera. Et quand on sera capable de mesurer et de détecter la présence d'une Terre sur ces étoiles, on pourra constater si de facto il y en a une ou il n'y en a pas. Et je crois que ça fait partie en fait des grandes interrogations. Ces modèles-là ne font que reproduire le processus de formation. Ils n'abordent pas complètement l'aspect de fraction. Donc il dit juste, voilà, on s'attend à en avoir plus, statistiquement on en a plus. Maintenant, où elle se trouve, on pourrait avoir la désagréable surprise, par exemple, de constater que finalement, il y a une assez grande probabilité que les Jupiters se déplacent. Maintenant, si vous mettez beaucoup de Jupiter à 2 unités astronomiques, ça devient difficile d'avoir des planètes telluriques qui sont dans des conditions d'habitabilité. Vous voyez, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Je pense qu'on n'a pas encore les réponses à ces questions. Et c'est une des grandes motivations actuellement des chercheurs dans cette thématique. La grande hétérogénéité. Non, attendez le micro, s'il vous plaît. Cette grande hétérogénéité, vous pouvez faire passer si vous voulez. Ça aurait été plus simple, plus homogène. L'avantage de l'homogénéité, Je vais répéter la question. Juste la fin, j'ai pas compris la fin.
Sinon, ce n'est pas enregistré. Il faut les poser au micro, les questions, s'il vous plaît. Oui, moi, je voudrais vous demander... après, monsieur. Je voudrais vous demander, compte tenu du nombre important d'étoiles qui existent dans la Voie lactée, comment vous faites pour choisir les étoiles qui pourraient être concernées? Donc vous tapez au hasard, vous avez un programme particulier? Alors c'est assez facile, c'est le principe du moindre effort. C'est-à-dire qu'on va prendre les plus faciles, c'est-à-dire celles qui sont les plus brillantes, et celles pour lesquelles c'est le plus facile de détecter planètes. Donc les plus brillantes, donc vous prenez en gros celles qui sont les plus proches. Au bout d'un moment, elles sont trop loin, donc vous n'avez pas assez de lumière. Et le plus facile pour trouver des planètes, c'est celles qui ne sont pas extrêmes. Donc on va éviter les étoiles très chaudes parce que c'est extrêmement difficile de trouver des planètes, des étoiles chaudes. Donc en fait, c'est vraiment ce principe-là. Et actuellement, on est vraiment limité par notre capacité à suivre avec les instruments ces étoiles. Donc on a 2 à 3 000 étoiles proches et brillantes, plus ou moins, qui sont observées pour détecter des systèmes planétaires, dont uniquement quelques centaines, 2 à 300, pour lesquels on peut vraiment détecter des toutes petites planètes. Maintenant, pour les programmes de satellites de genre Kepler ou Corot, eux, ils sont limités par leur œil, en fait, l'œil du satellite. C'est-à-dire qu'ils vont pointer une zone du ciel, ils la choisissent pour avoir beaucoup d'étoiles, et c'est le même raisonnement. On va prendre dans cette zone-là les étoiles les plus brillantes. Donc après, ça dépend de la capacité du satellite de mesurer 1000, 2000, 5000, donc 5000 étoiles. Donc c'est vraiment qu'un problème de nombre. Donc c'est vraiment un problème purement pratique. Il n'y a aucune inspiration. J'ai eu cette question des fois, est-ce que vous cherchez à être inspiré des zones où vous cherchez les planètes? Non, non, absolument pas. C'est vraiment complètement pragmatique. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont regardé autour de l'étoile Capella, par exemple? Alors, Capella, ce n'est pas une étoile géante, c'est une géante rouge, Capella. Je ne sais pas exactement. Si je me trompe bien. Donc Capella, si je me souviens bien, c'est une géante rouge. Et les géantes rouges ont plusieurs difficultés. La première, c'est que c'est des étoiles qui ne sont pas stables. Elles nous envoient beaucoup de signaux de variabilité liés au fait qu'elles pulsent. Et c'est difficile d'aller chercher des petits signaux liés à la présence d'un autre objet autour. Et l'autre chose, c'est que ces étoiles sont très grandes. Et étant grande, on n'a aucune chance de trouver une planète à courte période parce qu'elle aurait été englobée par sa planète. Donc il y a des gens qui observent ces étoiles dites géantes, mais ça reste des objets difficiles et assez rares parce que statistiquement, les géantes, c'est qu'une petite fraction des étoiles présentes dans l'univers. Donc on essaye plutôt d'observer des étoiles qu'on appelle être de la séquence principale, qui sont des étoiles dans le même stade évolutif que le Soleil. Par contre, on observe des étoiles qui sont plus petites que le Soleil, qu'on appelle de type K ou de type M, ou des étoiles qui sont légèrement plus chaudes. On va jusqu'au type F pour ces étoiles. Bon, merci. Vous nous avez décrit un univers qui est extrêmement hétérogène. Est-ce que, en remontant dans le passé, compte tenu de la formation, enfin les hypothèses sur la formation de cet univers, est-ce qu'en remontant dans le passé, est-ce que cet univers était plus homogène? En termes de formation planétaire ou en termes général? En termes général. Bon, maintenant, ça ouvre le thème qui est lié à l'histoire de l'univers. Dans le processus de formation de l'univers, il y a une augmentation de l'hétérogénéité des systèmes. En gros, quand l'univers se forme, on peut le dire de manière schématique, c'est que d'hydrogène, avec quelques autres gaz, mais en gros, c'est que d'hydrogène. Et que progressivement, au fur et à mesure des générations d'étoiles successives, on va créer tout l'ensemble des éléments. Donc il y a une mise en complexité des systèmes qui arrivent. Maintenant, quand vous commencez à avoir des étoiles avec du gaz qui commence à être mixte, vous arrivez assez rapidement, on l'imagine, à former
des étoiles avec des systèmes planétaires. C'est vrai que la question, par contre, se pose de l'efficacité du processus. Et les gens actuellement, et certains chercheurs, se sont focalisés sur ce qu'on appelle des vieilles étoiles, ou des étoiles qui ont une composition d'éléments lourds. Donc, l'élément lourd pour l'astronomie, c'est tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Donc, en gros, c'est tout ce qui a été évolué et processé dans les étoiles. Et il se pose la question si ces étoiles ont peu d'éléments lourds, donc finalement il y a peu de grains, il y a peu de silicates, est-ce qu'elle a pu former de manière aussi efficace des planètes? Donc c'est un problème qui reste ouvert. Les tendances qui ressortent actuellement des études, c'est qu'il se pourrait bien qu'effectivement le processus de formation planétaire soit ralenti, ou en tout cas moins performant, pour des systèmes plus vieux qui auraient une quantité d'éléments lourds plus faible. Ça reste encore à confirmer, mais ça pourrait vouloir dire que dans les premiers milliards d'années de l'univers, il y a quand même presque 15 milliards, donc les premiers milliards d'années de l'univers, on ait formé beaucoup d'étoiles, mais qu'on n'ait pas pu former de planètes. C'est peut-être une conséquence, mais ça reste encore spéculatif à ce stade-là. Oui, je vous écoute. Pour les planètes océans, oui. Est-ce qu'on pourrait trouver la vie éventuellement? Éventuellement, je dis bien. Oui. Alors, les planètes océans, en gros, elles partent d'une idée assez simple, c'est que vous prenez une planète comme Neptune, par exemple, et puis vous la rapprochez du Soleil. Donc, Neptune ayant une grande quantité de glace. On les a souvent appelés planètes glacées, pas forcément de glace d'eau, hein, il y a un mélange de plusieurs types de glace. On se retrouve avec un liquide. Donc on a un problème de liquide. Maintenant, planète océan, donc soit vous prenez une définition stricte et vous partez du principe que vous avez la Terre, puis vous avez une grosse couche d'eau, auquel cas vous vous retrouvez dans des conditions similaires en fait à la Terre, mais avec beaucoup plus d'eau. Soit vous avez une structure planétaire complètement différente, de type Neptune, où là vous avez une énorme quantité de liquide, probablement mélangé, très profond. Donc vous avez toute une dynamique de la planète qui n'a rien à voir avec le système, avec la Terre. Donc maintenant, si vous prenez ce qu'on connaît sur la Terre, qui consiste à dire que actuellement les gens qui étudient la formation de la vie, l'éventuelle éclosion de la vie sur Terre, tous les espoirs se tournent vers ces endroits qu'on appelle Dark City. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Donc c'est au fond des océans, des sortes de catalyseurs. C'est pas les black smokers, hein, c'est des catalyseurs qui permettraient de jouer le rôle de catalyseur pour former les premières briques, briques de la vie. Et que ces catalyseurs, en gros, se trouvent être sur les fonds des océans, alimentés par un certain niveau de pression et d'énergie. Donc vous devez avoir une tectonique de plaques qui se cache derrière, qui pousse à travers ces catalyseurs, puis vous développez progressivement des éléments de vie ou des briques de vie que vous, après un certain temps, vous les rejetez, une fois qu'elles ont passé à travers ce catalyseur, vous les rejetez dans l'océan, une fois qu'elles sont armées en fait pour survivre et puis pour évoluer. Si vous partez du principe que c'est ce mécanisme-là que vous devez avoir pour faire de la vie, ça a peu de chances de fonctionner dans une planète océan, parce qu'une planète océan, par définition, ne se trouvera pas dans ces configurations-là. Vous aurez un océan gigantesque, des pressions incroyables, des températures extrêmes, une fois que vous serez au fond de la planète. Donc ça ne fonctionne pas. Maintenant, encore une fois, on s'est trompé avec la formation du système solaire. On avait cette image des planètes forcément qui devaient ressembler à celle de notre système solaire. Moi, je suis prêt aux imprévus, et peut-être que finalement, il y a d'autres mécanismes qui permettent l'éclosion de la vie. Auquel cas, si vous avez une planète avec beaucoup d'eau, même s'il y a des effets de pression très importants, pourquoi pas? Mais moi, je ne suis pas peut-être le plus qualifié. Il faudrait peut-être poser la question à des gens qui font justement ce type de modélisation. Mais a priori, je ne parierais pas beaucoup sur une planète océan. Je parierais plutôt sur une planète rocheuse pour laquelle j'ai pu identifier la présence d'eau.
au début de vos exposés, vous avez montré des disques qui présentaient des éjections de matière ou d'énergie, des éjections perpendiculaires au disque lui-même. Oui. D'où proviennent-elles? Pourquoi sont-elles plutôt des faisceaux concentrés, ou très étroits, plutôt que des cônes? Est-ce que c'est similaire à ce qu'on observe dans les pulsars, par exemple? Oui. Et deuxième question, c'est y a-t-il des planètes qui n'ont pas de rotation sur elles-mêmes? C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. Et si oui, qu'est-ce qui préside à la rotation ou l'absence de rotation? Ok, il y a plusieurs questions. La première question, c'est un phénomène qui, comme vous l'avez dit, qui est similaire sur les pulsars, qu'on retrouve dans tout ce genre de mécanismes. C'est que vous devez conserver ou évacuer le moment angulaire. Et pour évacuer le moment angulaire, vous avez deux possibilités. Soit vous touchez l'étoile et vous accélérez l'étoile, ce que vous pouvez faire jusqu'à un certain point, et qui va avoir comme conséquence à générer un champ magnétique dans l'étoile important. C'est un grand phénomène dynamo que vous allez créer. Et ce phénomène dynamo va créer des lignes de champ qui sont très fortes sur les pôles, de manière identique à ce que vous avez sur Terre. Et vous allez pouvoir, grâce à ce mécanisme, transporter une partie du moment angulaire sur les pôles et évacuer et rejeter après par les pôles, qui est un endroit où vous pouvez justement rejeter le moment angulaire au travers du champ magnétique. Donc c'est ce mécanisme-là, c'est un transfert de moment angulaire que vous avez. Vous entrez sur l'équateur et vous ressortez par les pôles grâce au champ magnétique. Donc c'est le même phénomène que vous avez sur les pulsars, c'est tout à fait correct. Donc ça c'était pour la première question. Maintenant, l'autre question c'était pour la rotation des planètes. Il faut bien dire qu'à ce jour, on ne connaît la rotation que des planètes du système solaire, avec la petite différence qu'on a maintenant quelques planètes extrasolaires pour lesquelles on a pu mettre en évidence certains éléments de rotation, mais c'est des cas extrêmes. C'est les planètes qui sont très proches de leur étoile, pour lesquelles on a pu avoir des évidences que la planète se trouve dans la même configuration que l'est la Lune avec la Terre, qui présente tout le temps sa même face, qu'elle est ce qu'on appelle synchronisée, donc elle est synchronisée par effet de marée, et on se retrouve à avoir des planètes qui font le tour sur elles-mêmes en même temps qu'elle fait le tour de son orbite. Donc ça, c'est les phénomènes dits de synchronisation également le phénomène de moment angulaire qui garantit cette situation-là. Maintenant, pour les autres planètes, on n'en a aucune idée. On ne sait pas du tout. C'est vrai que dans le cas du système solaire, on connaît bien le phénomène d'Uranus, probablement qui a été perturbé. Donc on a des effets que l'on imagine qui peuvent affecter la rotation. Je crois que c'est vraiment une question complètement ouverte, ce problème de la rotation des systèmes exoplanétaires, sauf des cas extrêmes où la planète est vraiment bloquée avec la période liée à la présence de l'étoile. Je voulais savoir si on avait trouvé des planètes autour d'étoiles type à neutrons. Alors oui, absolument. Donc en fait, dans l'histoire de la détection des planètes, qui est constellée de plusieurs fausses alertes, on trouve également aussi le chapitre étoiles à neutrons. Dans les années 90, un Anglais qui s'appelle Sandy Lyle, en observant un pulsar, donc qui est en fait une étoile à neutrons. Un pulsar, c'est le phénomène empirique observationnel correspondant physiquement à un phénomène d'étoile à neutrons, a remarqué qu'il y avait un phénomène de retard dans ces pulses correspondant à une période de 6 mois. Il a interprété ça comme étant la présence d'une planète, l'a annoncé telle quelle, orbitant ce pulsar. Il s'est avéré qu'une année après, il s'est rendu compte, malheureusement, qu'il y avait une erreur dans les coordonnées de son pulsar qui corrigeait mal du mouvement de la Terre et qui créait un pseudo-signal de 6 mois qui était lié au signal de l'orbite terrestre. C'est avéré que cette découverte a probablement stimulé un autre chercheur, qui s'appelle Alex Volchan, à aussi regarder son pulsar favori, et qui, lui, est aussi arrivé à trouver un signal périodique autour de ce pulsar. Donc le signal était beaucoup plus difficile, beaucoup plus petit. Son pulsar était
remarquablement spécial, parce que c'est ce qu'on appelle un vieux pulsar régénéré. Donc, en gros, pour comprendre ce que c'est qu'un pulsar, quand vous avez l'effondrement d'une étoile, le stade final d'une étoile massive, vous créez un phénomène gigantesque qu'on appelle une supernova, qui va compacter l'intérieur de votre étoile et donner lieu à un astre ultra compact qui s'appelle une étoile à neutrons, en gros composé principalement que de neutrons, qui sont collés les uns aux autres. Cet astre compact se met à tourner comme une toupille. Pourquoi? Le même principe, vous conservez le moment angulaire. Donc, comme vous avez une rotation avant, elle est encore pire parce que votre astre, il est tout d'un coup 1000 fois, même plus. Là, il y a un facteur de chat de 100 000 entre votre étoile et puis votre astre compact. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en tournant très vite, le système va progressivement va créer un champ magnétique important, va créer des pulses importants. Que votre système, il tourne très vite, il est très jeune. En gros, il va constamment avoir ce qu'on appelle des tremblements de terre, des rééquilibrages, des craquelures, qui fait que le système, bien qu'étant une toupille de type chronométrique, va être sans arrêt en train de se dérégler. Donc vous avez une montre parfaite, mais toutes les heures, elle change d'heure. Donc c'est pas très pratique comme pulsar. Le pulsar, avec le temps, va ralentir parce qu'il y a un champ magnétique, donc il y a une interaction avec le champ magnétique. Puis les vieux pulsars se trouvent à être des objets qui tournent très lentement. Donc ça, c'est... Alors, ils sont très tranquilles, c'est plus qu'une belle boule, ils sont bien structurés, mais ils tournent très lentement, donc c'est plus très pratique pour essayer de mesurer précisément des pulses. Plus vous avez de pulses, mieux vous en sortez. Il s'avère que certains vieux pulsars ont la chance d'avoir un compagnon, qui est une autre étoile, qui se trouve à côté de lui, ou d'elle, c'est égal, qui, en fin de vie, se met à gonfler et qui a le bonheur de gonfler d'une telle manière qu'une partie de la matière du compagnon qui est à côté tombe sur le pulsar. C'est du pain béni pour le pulsar. Encore une fois, transfert de moment angulaire. Ce petit coup de matière provoque des effets spectaculaires qu'on appelle des supernovas type 1. Donc ça provoque des bursts, ça met beaucoup de lumière. Et surtout, ça va réaccélérer le pulsar. Et vous vous retrouvez avec un pulsar très vieux, très, très calme en termes de structure, qui tourne très vite. Et c'est justement cet objet qu'observait Alex Volchan. Et c'est autour de cet objet-là qu'il annonce en 1992, donc 3 ans avant la découverte de 51 PEG, la présence d'une planète. 2 ans après, il découvre qu'il y en a une deuxième, et puis 2 ans encore après, une année après, il découvre qu'il y en a une troisième. Donc un système de 3 planètes, de très petite masse. Le système, je crois, c'est 10 masses de la Terre, je dis de mémoire, mais on est dans les masses terrestres. De quelques masses de la Terre, et le troisième, je crois, c'est la masse de la Lune. Donc c'est un système très petit, qui ne s'explique que par la présence, que par le fait que après l'explosion de l'étoile, il y a de la matière qui reste autour, la même histoire que la Lune. Et en fait, c'est un peu comme pour la Lune. Vous formez après un système planétaire reliquat autour de ce système. Donc voilà, donc ça c'est effectivement une découverte qu'il y a eu. Maintenant, il y en a 2 autres, mais c'est la seule qui a été trouvée autour d'un pulsar qui est vieux, parce que ces pulsars vieux sont très très rares. Et en fait, vieux, il y en a beaucoup, mais des vieux régénérés sont extrêmement rares. Donc il a eu de la chance d'observer ce pulsar-là, mais c'était pour la raison pour laquelle il observait. Donc on ne sait pas dans quelle mesure il a été influencé par ce qui s'est passé avec Sandy Line. Ceci dit, ça a effectivement été la première découverte d'une planète extrasolaire autour d'un astre qui n'est pas considéré comme un astre. Un pulsar, c'est un objet un peu particulier. Ça a permis, par contre, de stimuler les gens qui développaient des modèles de formation planétaire et de les faire conclure que finalement, c'est peut-être assez facile de former des planètes de ce type-là. Ce que maintenant on sait, parce que c'est ce genre de modélisation, de formation de planètes terrestres, parce qu'on parle ici de planètes terrestres qui ont été formées sur ce pulsar, ont l'air de montrer que ces objets sont très communs. Donc finalement, le fait qu'on ait réussi à former des planètes autour d'un reliquat de pulsar, ça va exactement dans la même logique que ce que l'on trouve autour des étoiles de nos jours. Merci. Oui, peut-être que vous avez déjà répondu en partie à ma question, mais ma question est la suivante. J'ai lu dans la presse ou dans un autre média, je ne sais plus, la radio, que très récemment, disons, il y a 1 mois, un peu plus, un peu moins, je ne me rappelle plus, une exoplanète de je ne sais quel système, ça je ne suis pas spécialiste, hein,
qu'on croyait être une exoplanète, eh ben, n'en était pas une. Et parce que, je sais pas, il n'y avait pas assez de précision sur les mesures ou qu'on a fait une erreur d'interprétation. Je n'ai pas très bien compris l'explication. En tout cas, le fait est qu'une exoplanète qu'on avait pris pour une exoplanète n'en était pas une. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être préciser, est-ce que c'était une étoile à neutrons ou pas? Ça, je ne sais pas du tout, on ne l'a pas dit. Faut que je devine. Bon, il faut bien réaliser que, donc vous avez compris la manière dont se font ces découvertes, on n'a pas d'image, donc après il y a un élément d'interprétation. Maintenant c'est clair que des planètes, certaines sont difficiles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines planètes pourraient disparaître après un certain temps. Une des raisons, ça peut être lié au fait qu'on a cru voir un signal périodique, mais en fait il ne l'était pas. En tout cas, il n'était pas aussi périodique qu'on le pensait, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cas où on a des étoiles qui, ce qu'on appelle, sont actives, ou des étoiles qui pulsent, qui peuvent nous simuler l'effet d'une planète. Alors, en général, on fait attention à ce genre de choses, en particulier pour les planètes qui sont sur des étoiles de type solaire, parce qu'on arrive bien à détecter ce genre de phénomène, mais il y a des gens qui se risquent à chercher des planètes sur des étoiles plus difficiles, et c'est une aventure qui pourrait leur arriver, et c'est déjà arrivé. Donc on a déjà eu, c'est pas la première fois que des planètes ont été annoncées et puis disparaissent. Le cas que vous faites allusion est probablement un autre cas qui est une planète qui est partie dans la presse. Donc il y a beaucoup de planètes qui ne se passent pas dans la presse. C'est l'annonce récemment d'une détection d'une planète de très petite masse dans un système, et cette planète étant peut-être susceptible d'abriter la vie. Donc ça, c'est le genre d'annonce qui arrive de temps en temps. C'est des sujets qui sont relativement chauds. Il y a des débats actuellement sur ce système. L'un des débats de ce système, c'est simplement de constater que quand on rajoute des mesures, et d'autres mesures ont été rajoutées sur ce système, on ne confirme pas la présence du signal qui avait été avancé par ce groupe de chercheurs. Il faut dire que dans la petite communauté d'astronomie, le papier faisant foi de cette découverte était très controversé. Ce qui se passe, c'est que quand ça va dans le public, en général, il y a des tas de filtres, et qui fait qu'il y a toujours une sorte de décalage entre les effets d'annonce qui sont faits et parfois la réalité scientifique. Moi, j'ai tendance à dire que cette sorte parfois de surenchère qui est un peu aussi alimentée par les médias fait que je peux vous faire une prédiction. Je prends le risque de la faire. Je peux vous assurer que le jour où on aura trouvé une planète pour laquelle il y a de l'eau, il y a de la vie, ça va passer complètement inaperçu. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'on la trouve, on aura annoncé au moins 500 de ces planètes qui se seront probablement avérées fausses. Et que quand il y aura la bonne, c'est l'histoire du loup, vous savez. Voilà. Donc il y a un peu ce phénomène-là. C'est un sujet très médiatique qui intéresse beaucoup de gens, et parfois il y a un petit peu de surenchère. Donc c'est vrai qu'il faut toujours avoir une certaine retenue par rapport à cette thématique. Mais bon, on ne peut pas non plus, on peut pas reprocher de jouer un petit peu le jeu de l'excitation quand on traite de sujets de ce type-là. Et il y a parfois, malheureusement aussi, un petit emballement de la part des chercheurs qui aiment un peu se faire mousser. Donc c'est un petit jeu, un peu de retenue, un peu de part et d'autre. Certains le font mieux que d'autres. Donc vous avez ce genre d'événement. Donc je ne sais pas si c'est cet événement-là en particulier, mais c'est peut-être ce à quoi vous faites allusion. Ça date de 2 semaines. C'est tout récent, oui. Ouais, ça date peut-être une quinzaine de jours. Hein. Je ne me rappelle plus exactement. Mais ça va arriver encore d'autres fois, vous inquiétez pas. Oui, merci. Une dernière question ? Oui, à la suite de la question de monsieur, je peux préciser, il s'agit de Gliese 581b ou D, mais ce qui m'a étonné, et je pense que vous allez y répondre, ce qui m'a étonné, c'est que le scientifique qui parlait, l'Américain qui parlait, disait que la température de cette planète, qui était quelques masses terrestres, variait entre moins 31 et plus 21. Cette précision m'a paru invraisemblable. Donner des précisions pareilles, moins 31, plus 21, donc effectivement centigrade, bien sûr, pas Kelvin. Donc ça paraissait bizarre. Moi-même, ça m'a paru bizarre.
Ça, c'est une précision. Et la deuxième question, enfin, c'est une question, compte tenu de la pauvreté, l'extrême pauvreté de nos moyens, nous sommes encore au tout début de cette recherche. Et compte tenu du fait qu'on n'a pas encore parlé de l'existence de satellites autour de très nombreux... C'est le cas de notre système solaire. Si donc les systèmes que nous découvrons petit à petit, encore une fois, très lentement, parce que nous n'avons pas encore les instruments nécessaires, si on considère que ces systèmes sont comparables aux nôtres, toutes les planètes, enfin pas toutes les planètes, mais en tout cas les planètes gazeuses, et même la nôtre, ont des satellites, ce qui multiplie considérablement la probabilité positive de trouver de la vie. Mais considérablement. Imaginez, il y a 60 satellites autour de Jupiter. Bon, il y en a au moins un qui est intriguant, c'est Europe, Titan autour de Saturne, etc. Donc si on considère en plus la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'on va trouver un jour de la vie, peut-être la certitude, on ne l'aura peut-être pas avant 20 ou 30 ans, peut-être même plus tard. Mais si on s'en tient à la statistique, c'est extrêmement probable. Moi, j'insiste sur l'adverbe, extrêmement probable, compte tenu de la banalité, je crois qu'on peut utiliser ce terme, la banalité des systèmes stellaires. Plus ou moins comparables aux nôtres. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas tellement comparables, tout simplement parce qu'on ne peut pas voir les planètes de taille, de masse terrestre, parce qu'elles sont très peu brillantes, elles sont complètement occultées par la lumière, enfin si on peut dire, par la lumière du Soleil. Donc effectivement, on ne peut pas. Mais le peu qu'on ait vu semble dire que c'est banal. Et à partir du moment où c'est banal, eh bien, la vie devient banale. Une vie, bien sûr, très primitive, mais banale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison. Mais en raisonnant de façon statistique, hein, évidemment, parce qu'on n'a aucune preuve. Vous avez raison. Vous avez raison d'imaginer que vraisemblablement autour de ces planètes, il y a des cortèges de satellites. Et si vous mettez un Jupiter à un AU, vous avez un satellite... maintenant, si vous arrivez à faire un satellite qui ressemble à la Terre, ou même peut-être où vous avez... Disons, tout est imaginable. Moi, je crois qu'il faut tout imaginer. Je pense qu'on est maintenant... On a montré l'ensemble des possibles. On a montré que l'ensemble des possibles était probablement encore plus grand que ce qu'on voulait imaginer. La question est non pas d'imaginer l'ensemble des possibles, maintenant, et d'essayer de se poser la question de comment on peut faire une étape supplémentaire et puis essayer de construire pratiquement un programme qui va aller pouvoir chercher ce genre de... répondre à cette question. Mais vous avez entièrement raison. Il est très probable que les conditions de la vie soient favorables dans beaucoup de ces systèmes. Et si on imagine que la vie est un processus naturel et qui suit des conditions, si vous avez des bonnes conditions, ça doit découler. Il y a juste, moi, un point que je m'amuse toujours à rappeler, c'est que si vous êtes en dehors du système solaire, si vous détectez le système solaire, vous détectez Vénus et la Terre, vous voyez quasiment pas Mars, difficile à voir. Si vous analysez le système sans avoir des détails sur le système, vous en concluez qu'il y a de la vie sur Vénus. Parce que les équilibres thermiques vous donnent Vénus meilleure que la Terre, beaucoup trop froide la Terre. Il s'avère que sur Vénus, il y a un effet de serre emballé qui fait que toute vie est impossible. Il n'y a pas de tectonique de plaques, qui est probablement le problème de Vénus. Sur Terre, vous avez un petit effet de serre qui est bien sympathique, ça met la température moyenne à 15 degrés Celsius. Et vous avez un phénomène de tectonique de plaques, ce qui est probablement le moteur principal qui a permis l'énergie du développement du vivant sur Terre. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments géologiques qui entrent en jeu. Je pense qu'il est faux de baser uniquement l'imagination de la vie sur la présence d'une température idéale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. L'histoire des bombardements tardifs pouvant être une piste, mais il y a probablement d'autres pistes qui montrent qu'à terme, il faudra bien qu'on ait des moyens d'analyser en détail ce qui se passe sur ces planètes. Je crois qu'on est là, on est dans le domaine de tous les possibles et c'est un domaine fascinant qui va se développer et vous avez entièrement raison de dire qu'on a juste abordé le bord de la plage. Là, il y a encore un continent derrière à observer. On est devant une aventure absolument extraordinaire et phénoménale qui ne peut que se développer vu l'enjeu qu'il y a derrière. Oui, d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir dans les hautes couches de Vénus, dans la haute atmosphère de Vénus, des éléments de vie.
Mais bon, comment se fait-il que des scientifiques puissent dire comme ça, sans qu'on les contredise immédiatement, puissent donner des précisions aussi invraisemblables que moins 31 plus 21? Comment expliquez-vous ça? C'est pour se faire mousser ou... C'est pas possible de déterminer la température d'une planète avec une telle précision. Bon, je sais pas. En plus, on connaît Gliese. Enfin, on connaît le système de l'étoile Gliese. Bon, moi, j'ai pas vu ces chiffres, mais bon, soit. Probablement, donc, il les a dit, ils les ont écrits. On peut toujours donner des chiffres. On peut toujours faire un petit calcul de température, puis regarder l'excentricité du système, puis on arrive à ces températures-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on peut toujours donner des chiffres. Encore une fois, il faut... la science est faite par des hommes. Je ne sais pas, les conditions d'interview, on peut tout imaginer. Je crois qu'il faut... ça fait partie du folklore. Je crois qu'il faut l'accepter. La science est faite par des hommes de manière dynamique. Il y a des erreurs, il y a des imprécisions. Ça fait partie du processus. Moi, je ne le vois pas comme négatif. Moi, je le vois comme un élément de stimulation, un élément d'intérêt. Quelque part, c'est peut-être aussi au lecteur, au public, d'avoir toujours un petit œil critique. Je pense que le fait que ça vienne d'un scientifique, c'est pas parole d'évangile. Je pense que faut se rappeler également certains cadres. Le cadre de travail qui est derrière, c'est une démarche, c'est une logique, il y a tout un travail. Puis vous savez, en science, il y a le grand principe, d'ailleurs, que j'ai retrouvé aussi dans votre expo, qui dit qu'en science, les théories ne s'arrêtent que par la mort des auteurs. Et ça montre la capacité d'entêtement et la capacité d'emballement que peuvent avoir les scientifiques, je pense, qui sont liés à leur nature, parce que finalement, c'est le moteur de la recherche, c'est ce moteur artistique, c'est ce moteur de quête qui, dans certains cas, déborde. Voilà, ça déborde, ça fait partie du jeu. Merci Didier Queloz. Donc pour aiguiser son esprit critique, il y a le Collège Univers Sciences, donc n'hésitez pas à revenir pour pouvoir aiguiser cet esprit critique. À bientôt, au revoir. Elle aura lieu, mais pour l'instant, j'ai pas la date.